Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors, nouveau décor, vous le voyez, mais la même exigence, liberté, débat et vérité. Pour inaugurer ce studio, j'ai le grand plaisir de recevoir François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir Éric Morio, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je disais donc dans ce nouveau studio, au programme donc ce soir, l'Union européenne a-t-elle tué la France? Nous reviendrons ensuite sur le terrible drame survenu dans un collège de Haute-Marne où une surveillante de 31 ans, pour rappel, a été poignardée et a été tuée. Donc, face à cet ensauvagement des mineurs, Emmanuel Macron est-il incompétent, indifférent ou carrément même dangereux? Nous en parlerons. Nous parlerons également de la liberté d'expression, des médias sous pression, du clash entre Donald Trump et Elon Musk. Et enfin, une question plus large, la guerre en Ukraine est-elle le premier acte d'un effondrement de l'Occident? Vous le voyez donc, un programme chargé. Alors merci donc, je le disais plus encore pour cette nouvelle émission, dans ce nouveau studio, de liker, de partager cette vidéo. C'est uniquement grâce à vous, je le rappelle, qu'on peut vous proposer chaque semaine donc ces entretiens donc inédits. Lundi dernier, François Asselineau, un meeting dans le Loiret a eu lieu. Il réunissait Marine Le Pen, Jordan Bardella, Viktor Orban ou encore Matteo Salvini. Lors de ce meeting, certains propos de Marine Le Pen vous ont interpellé. Marine Le Pen ayant parlé de, je cite, patriotisme européen. Que vous inspire ce thème de patriotisme européen ? Ça s'appelle un oxymore, c'est-à-dire un mariage des contraires. C'est comme le chaud-froid de volaille, si vous voulez. Il y avait, c'était dans les années, à la fin des années 90, il y avait Lionel Jospin qui avait parlé justement de comment dirais-je, de la construction européenne comme étant une fédération d'États-nations. Ça va pas. Soit c'est une fédération, soit c'est des nations, mais on peut pas avoir les deux à la fois. Alors c'est un procédé qui est utilisé en fait par tous les partis politiques français qui sont confrontés à un véritable dilemme. Le dilemme, excusez-moi de le dire, c'est que les analyses que je fais depuis plus de 18 ans maintenant sont les bonnes. C'est parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai vécu, parce que j'ai été dans le cabinet Vissel, parce que j'ai vu les dossiers, les relations internationales. Mes analyses sont les bonnes. C'est-à-dire que la France est entrée dans une construction dans les années 50 qui ne peut pas marcher, qui l'amènera à la ruine. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé avec la construction du socialisme. Construction du socialisme, ça ne marchait pas, ça marchait de moins en moins, sauf qu'on n'avait pas le droit de le lire. Et donc, pendant toutes les années 60, 70, 80 du XXe siècle, il y avait des gens qui essayaient de se torturer les méninges. Comment faire pour être conforme au dogme de l'inéluctabilité de la construction du socialisme, alors qu'on voit que ça marche de moins en moins. Voilà. Et puis tout ça, ça a été jusqu'au feu d'artifice final. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils sont, depuis Madame Le Pen et M. Zemmour, jusqu'à M. Mélenchon, et même Madame Laguillet, etc., ou Madame Artaud maintenant, ils sont tous pour l'Europe. Mais ils sont tous contre la façon... Et pourquoi ? Pour plaire au système, d'après vous ? Parce qu'ils ont engrammé quelque chose, c'est que si vous dites qu'il faut sortir de l'Union européenne, si vous faites du Asselineau, vous êtes mort médiatiquement. C'est pas marginalisé, c'est censuré médiatiquement. On est exactement dans la situation, vous savez, de ce conte d'Andersen qui disait les habits neufs du vieux roi. Vous connaissez ce sont deux margoulins qui arrivent à Copenhague et qui essaient de vendre au roi de Danemark une tunique, un tissu tellement précieux, tellement extraordinaire, que seuls les gens intelligents le voient. Et les imbéciles ne peuvent pas le voir. Vous connaissez cette histoire ? Et donc, le roi, il apprend ça, il envoie son chambellan qui dit, mais il faut lui dire, allez, dites-moi à quoi ressemble ce tissu. Le chambellan, il arrive, il voit rien, il voit les deux escrocs qui sont en train de tisser le tissu, et puis il ne voit rien. Et le chambellan se dit, je ne peux pas aller dire au roi que je n'ai rien vu, parce qu'il va penser que je suis un imbécile. Donc il va voir le roi, et puis il lui dit, écoutez, c'est magnifique, c'est extraordinaire, etc. Alors après ça, il y a le Premier ministre qui fait le même raisonnement, jusqu'au jour où il y a la fête nationale, et le roi va se revêtir avec le tissu magique. Et lui non plus ne voit rien. Mais il ne peut pas, parce qu'il sait que les autres ont vu, paraît-il, le miracle, il fait semblant. Et tout le monde fait semblant dans la société française, tout le monde fait semblant, comme dans le conte Le roi est nu, enfin les habits neufs du vieux roi d'Andersen, tout le monde fait semblant que la construction européenne peut marcher. Parce que si jamais vous dites que... Alors là, vous êtes dans le conte d'Andersen, vous connaissez la fin,
C'est que donc le roi, c'est la grande fête nationale, il sort, il est en sous-vêtements, enfin il est en petite culotte, si vous voulez, il sort comme ça dans Copenhague. Alors c'est risible, mais comme tout le monde dans la population de Copenhague a entendu parler de ce tissu magique que seuls les gens intelligents voient et que les imbéciles ne voient pas, tout le monde voulant passer pour intelligent dit c'est magnifique, vraiment, etc. Jusqu'au moment où il passe devant un petit garçon qui a 6 ans et qui dit « mais le roi est nu ». Alors comme c'est un petit garçon, il ne peut pas mentir, et d'un seul coup, ça se propage. Mais oui, en fait, c'est vrai que le roi est nu d'un seul coup, les gens basculent. Si je vous raconte ça, c'est parce que j'ai trouvé cette comparaison avec, je crois que c'était Michel Heller, qui était un dissident soviétique. Il avait un nom d'origine allemande. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Allemands qui sont venus, notamment avec la Grande Catherine, qui sont allés s'installer en Russie au XVIIIe siècle. C'était un dissident soviétique qui avait écrit un livre assez extraordinaire qui s'appelait « La machine et les rouages » dans les années 70-80. Il expliquait que la quintessence de la construction du socialisme était fondée sur ça. C'est-à-dire sur le fait que le roi était nu, mais personne n'osait le dire parce que sinon on était considéré comme un imbécile. Et je suis, si vous me le permettez, le petit garçon qui, il y a 18 ans, a dit « mais non, le roi est nu, ça ne marche pas ». Alors, on est dans cette situation, c'est que tout le monde fait semblant que ça pourrait marcher, mais en fait, ils sont tous contraints par les événements de faire des professions de foi, de faire des promesses qui sont totalement incompatibles avec ce que par ailleurs ils acceptent. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours, justement au sujet du Rassemblement national. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui nous regardent, soit à aller voir ma vidéo puisque j'ai fait le travail, soit s'ils veulent le faire par eux-mêmes, de se procurer la profession de foi du Rassemblement national d'il y a un an, du 9 juin 2024, pour M. Bardella, pour le Parlement européen. Et ils pourront constater que la vérité de ce que je dis, c'est tout est faux. Toutes les promesses sont fausses. Voilà. Parce que tout simplement, ils proposaient des choses qui ne sont pas compatibles avec la construction européenne. Alors on est dans cette situation qui, à mon avis... On ne peut pas parler de patriotisme et d'Union européenne, selon vous. Mais non, parce que si vous voulez, c'est quoi la construction européenne? C'est la sédimentation de 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 26, 27, 28, puis 27. Avec le départ du Royaume-Uni, on est 27 États. On n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord, d'ailleurs. Depuis le début. Lorsqu'il y a eu le traité de Rome, c'était la Chambre des députés du gouvernement, je crois, de Félix Gaillard en 1957, qui a signé et ratifié le traité de Rome. Les députés n'avaient pas du tout été élus sur ce thème. Donc, ab initio, depuis le début, c'est comme les soviétiques. Hein. On leur a imposé la construction du socialisme, ils n'avaient jamais vraiment voté pour. Alors, il y a eu en 1900, comment dirais-je, c'était avec Georges Pompidou en 1972, Pompidou a fait un référendum, c'était sur l'élargissement de 6 à 9, enfin de 6 à 10 d'ailleurs, puisqu'il y avait le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark et la Norvège. Et puis la Norvège et les Norvégiens ont dit non, donc ça fait de 6 à 9. Et à l'époque, le Parti socialiste avait appelé à l'abstention, donc il y a eu un oui qui est passé. Mais si le non l'avait emporté, on serait resté à 6. Et puis le deuxième référendum, ça a été donc le référendum sur le traité de Maastricht, où c'était en 1992, donc c'était 20 ans après, et c'était oui ou non. Et si d'aventure les Français avaient voté non, on serait resté dans le marché commun. On ne mettait pas en cause tout depuis le début, hein. On serait resté dans le marché commun. Vous savez que ça a été adapté sur le fil du rasoir, il suffit de relire les livres « Les nouveaux chiens de garde » de Serge Halimi. Il y avait 85% du temps de parole qui avait été alloué aux partisans du oui au traité de Maastricht. Et puis il y a eu le troisième référendum en 2005, où là, cette fois-ci, les Français ont voté non. Normalement, si nous étions une démocratie, normalement, on aurait dû tout arrêter. Et on aurait dû poser la question de savoir, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? On aurait d'autant plus dû le faire. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur notre chaîne UPR TV pour les 20 ans justement de cet événement, parce qu'il y a eu un quiproquo extraordinaire. C'est que ça s'est appelé Constitution européenne par la volonté de Giscard qui voulait apparaître comme le Thomas Jefferson, vous savez, celui qui avait fait la Constitution des États-Unis, il voulait être celui qui ferait la Constitution des États-Unis d'Europe. Bon. Mais en pratique, il s'agissait d'un traité international. De plus, reprenant tout l'acquis communautaire, comme on dit, les traités, et puis on y ajoutait quelques nouveautés. Donc, on a présenté ça comme Constitution européenne.
Les Anglais avaient demandé à Anthony Blair, il y avait une émission de télé, il y avait des téléspectateurs qui avaient dit pourquoi une constitution? Nous, on n'a pas de constitution en Angleterre. Le Premier ministre britannique à l'époque avait dit, vous en faites pas, on appelle ça constitution européenne pour faire plaisir aux Français. Pour nous, ça n'est jamais qu'un traité international de plus, ce qui était exact, puisque les Anglais sont quand même toujours très, très matter of fact et factuels. Alors que nous, les Français, on aime bien l'emphase, faire des œuvres historiques, etc. Mais le problème, c'est que quand c'est arrivé en France, le mot constitution déclenche un déclic dans l'esprit des gens. Nous sommes les champions du monde des constitutions depuis 1791, la première. Et des constitutions, on a changé de constitution, même du temps où Chirac a été président de la République. Il l'a été pendant 12 ans, il a fait 8 changements constitutionnels. Il y a des pays comme l'Allemagne où ils ne changent jamais la Constitution. Et donc, les gens se sont emparés de ce traité, de la Constitution européenne. Il y a eu Étienne Chouard qui s'est fait connaître à cette époque. Il y a Laurent Fabius qui a appelé à voter non, etc. Parce que les gens qui ont honnêtement regardé, ils s'attendaient à trouver une Constitution. Or, une Constitution, ça réglemente tout simplement le fonctionnement des pouvoirs publics et ça prévoit des contre-pouvoirs. Mais ça ne fixe pas des politiques économiques. Mais le problème, c'est que les traités européens, justement, fixent des politiques économiques, des politiques monétaires, des politiques... Donc les gens se sont dit, mais on se moque du monde, ce n'est pas une constitution. Et les gens ont commencé à remettre en cause le caractère libéral. Et alors, ça a été la panique, rappelez-vous, parce que les gens se sont dit, mais vous vous rendez compte, non seulement les gens remettent en cause ce texte, mais ils remettent en cause le marché commun, la libre circulation des marchandises, mais ça remontait au traité de Rome. Et il s'est passé exactement la même chose qu'en 1987, après Tchernobyl. Il y a en 86, 27 avril 86, je crois, c'est Tchernobyl. En 87, Gorbatchev sent que ça marche plus du tout. Et donc, il laisse la porte ouverte aux critiques. Et d'un seul coup, les gens commencent à s'enhardir dans les médias. Et ils commencent à dire, ça c'est le basculement de l'histoire soviétique, il y a des gens qui commencent à dire, mais en fait, cette construction du socialisme, on est en 1987, ça fait 70 ans qu'on fait, mais personne ne nous a jamais demandé notre avis, en fait. Et là, d'un seul coup, Gorbatchev a senti que le pouvoir lui échappait, si vous voulez. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y avait un questionnement fondamental qui ne remontait pas à 3 ans, 5 ans, qui remontait à 70 ans. Et c'est ça qui se passe actuellement, c'est que moi, je suis le petit garçon dans le conte d'Andersen qui dit « le roi est nul », ça fait 18 ans que je le dis. Tout est fait. Moi, je suis maintenant totalement interdit de médias. On a saisi l'ARCOM, on écrit à toutes les télévisions, etc. J'invite d'ailleurs ceux qui m'écoutent et qui voudraient que je passe, par exemple, sur CNews. Monsieur Pascal Pro m'avait dit, mais vous passerez un quart d'heure tous les trimestres. Rien du tout. Vous ne gardez pas un bon souvenir de ce passage? Mais non, c'est-à-dire que moi j'aime bien Pascal Pro, il m'a menti. Et il a menti pas seulement à moi, mais il m'a menti à 300 et quelques mille électeurs que je représente. C'est-à-dire que c'est pas normal. On est dans une situation sur Internet, vous savez que notre chaîne UPR TV fait quand même des gros cartons, on fait des centaines de milliers de vues, on est à 495 000 abonnés, ce qui pour un parti politique est beaucoup. On est à 112 millions de vues cumulées, ce qui pour un parti, je dis bien un parti politique, et beaucoup, parce que j'ai par ailleurs ma chaîne à mon nom, etc. Mais en termes de parti politique, on est le parti politique dont la chaîne est la plus suivie sur Internet. Je ne suis jamais invité, je suis moins invité qu'il y a 10 ans. Ça veut dire qu'il y a un verrouillage des médias sur cette idée fondamentale qui est que l'oligarchie ne veut surtout pas remettre en cause, qui est la remise en cause de la construction européenne. Il parle du principe que c'est en fonction des résultats électoraux aussi qu'ils attribuent un temps de parole aussi. Et c'est vrai que, paradoxalement, c'est vrai que vous êtes très populaire sur les réseaux sociaux, mais à l'instar d'ailleurs, c'est vrai, d'Éric Zemmour, et qui a peut-être plus de temps de parole, c'est vrai que vous, je pense que l'ARCOM ou les chaînes info, pour y avoir travaillé, se focalisent sur les résultats. Oui, mais c'est se moquer du monde. Pouvez-vous me rappeler le nombre de voix qu'avait obtenu Monsieur Macron en 2015, 2016 et 2017, quand il a eu 25% de temps de parole sur toutes les chaînes de télévision? 0. Il s'était jamais présenté. Il avait 0 voix. Il aurait dû avoir 0. Si on applique votre jurisprudence. Nous, on s'était présenté à des élections, on avait fait 1% des suffrages. On aurait dû avoir 1% et 0%. En fait, on a eu 0,8 et lui a eu 25%. Donc ça, c'est vraiment se moquer du monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais même les 1%, ça ne serait pas mirobolant, mais on a fait le compte avec une 14 ou 15 chaînes de télévision et de radio qui sont suivies par l'ARCOM.
On a fait le compte que je devrais passer une fois toutes les 3 semaines dans une émission politique. Les 4 vérités, je devrais passer sur les grandes gueules, etc., etc. Zéro. Zéro. C'est ça, la société française. Et donc, tout est fait, en fait, en France pour essayer d'empêcher cette idée de se produire, alors qu'on voit qu'elle fait son chemin partout ailleurs dans l'Europe, et même si dans l'Europe entière, il y a les mêmes forces qui essaient de bien faire en sorte que cette idée soit, quand elle apparaît, soit qualifiée d'extrême droite. Parce que j'ai rappelé, ce qui s'est passé, c'est très important, ce qui s'est passé il y a 20 ans dans le référendum sur la Constitution européenne. Ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'est qu'il y a eu 55% de non, dont en gros 30 venaient de droite et d'extrême droite et 25 de gauche et d'extrême gauche. Ça s'appelle la fongibilité des électorats. Voilà. Et ça, c'est l'oligarchie euro-atlantiste, les milliardaires qui tiennent les médias, ils veulent surtout pas de ça. Donc, il est très important de bien avoir le clivage droite-gauche, parce qu'on sait très bien que les gens qui sont par la fameuse union des droites, il y a des gens qui disent pourquoi vous voulez pas l'union des droites, mais on va pas faire nous. Quand je dis nous, c'est pas moi. Ce sont nos électeurs, ce sont nos adhérents. On va pas faire une union avec des responsables politiques, que ce soit Madame Marion Maréchal, que ce soit Madame Le Pen, que ce soit Monsieur Bardella, Monsieur Zemmour, Madame Knafo, etc. Il y a beaucoup de gens qui demandent l'union des souverainistes, à défaut de l'union des droites. Ils ne sont pas souverainistes. Non, mais je parlais des autres, là, pour le coup. Donc le problème, il est pas là. Le problème, c'est qu'il faut avoir quelque chose au-dessus du clivage droite-gauche. C'est ce que l'on... Alors, il y a des gens qui sont partisans de l'union des droites, des gens qui sont partisans de l'union des gauches, et on est sûr comme ça que cette idée de sortie de l'Union européenne ne débouchera pas. Alors moi, je regarde ça, si vous voulez, on fait tout notre possible pour se développer. On se développe très bien sur Internet. On a de plus en plus de gens qui nous rallient. Nos adhésions se portent bien, nos donations se portent bien. Mais on a cette espèce de viscosité qui fait qu'on ne peut pas franchir les médias. Et ça a un rôle très important. Vous parlez de nos scores électoraux. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Vous savez, dans Paris ou ailleurs, je suis souvent abordé dans la rue. Très souvent. Il prouve que ma notoriété personnelle s'est beaucoup accrue. Et quand je suis abordé, c'est toujours des gens très, très, très gentils, plus que gentils. Ils veulent des selfies. Ah, monsieur Asselineau, je vous regarde, vous êtes formidable, j'adore vos analyses, je les regarde toutes. Mon frère, ma soeur, ma belle-mère, ma grand-mère, tout le monde adore, etc. Bon. Et puis au bout de 2-3 minutes, je dis, mais au fait, est-ce que vous avez voté pour moi? Ah, non. Comment vous Statistiquement, il y en a un sur 10. Mais comment vous expliquez alors ça? Tout simplement, je dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Ah ben parce qu'on sait que vous auriez pas de député. On a voté utile. C'est ça le truc. Donc les gens, ils ont voté pour qui? Je dis, c'est quoi le vote utile? Alors il y a les gens de gauche qui ont voté pour Manon Aubry, les gens de droite qui ont voté pour la liste Marion Maréchal ou surtout la liste Bardella. Et je leur dis, mais c'était utile? Au bout du compte, au bout d'un an, ça a été quoi? Monsieur Bardella, il fait risette, il déjeune avec Madame Valérie Ayer et Zelensky. Ils se sont complètement alignés derrière le narratif pro-ukrainien. Madame Le Pen, maintenant, et le RN sont devenus des patriotes européens. Ils ne veulent surtout pas sortir de l'UE, pas de l'euro, pas de l'OTAN. Vous pensez qu'elle essaie de conserver un vernis souverainiste tout en rassurant Bruxelles, c'est ça? Moi, ce que je pense surtout, c'est que si vous voulez, ils ont des concepts politiques qui jouent les castagnettes là-dedans. Enfin, je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Voilà. La seule chose qui compte, vous savez, c'est ce qui se dit beaucoup, c'est que tous les jours, ils ont les derniers sondages, et ils adaptent le discours en fonction des sondages. Ils sont plus que jamais en bonne posture, en vue de 2027, en tout cas, le Rassemblement national. Mais ça, c'est vous qui le dites, ça, c'est les sondages. Mais il y a les sondages qui disent qu'ils font des scores extraordinaires, puis il y a les résultats dans les urnes. Je ne sais pas si ça vous a peut-être échappé, mais il y a eu quand même il y a eu 2 élections législatives partielles, où il y avait un député RN sortant dont l'élection avait été invalidée, l'élection de 2024. Dans les 2 cas, il a été battu. Hein. Et il y a 2 autres députés qui ont été chassés du RN. Donc, si vous voulez, il y a eu un article dans le Figaro, c'est pas moi qui le dis, un article sur la descente aux enfers du RN. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui flairent l'entourloupe. Pas seulement d'ailleurs sur les questions européennes. Parce qu'on nous présente le RN comme un parti d'opposition. Enfin, oui, voilà ce que j'allais dire. Vous considérez que c'est plus un parti d'opposition réelle? Écoutez, quand vous reprenez la profession de foi de M. Bardella en 2024, il disait qu'il fallait voter pour sa liste aux européennes. Il y avait un petit encart, notamment le point numéro 2, c'était pour s'opposer à Macron et également contre la politique du gouvernement Bayrou. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Ils ont bloqué la procédure de destitution de Macron qui avait été lancée par le NFP.
Ils ont bloqué à plusieurs reprises la censure de Bayrou. Et Madame Le Pen a fait élire, a fait nommer plus exactement Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Alors, je vous appelez ça. En attendant, les gens qui ont voté pour la liste de M. Bardella et du RN en 2024, là, il suffit qu'ils reprennent la profession de foi, ils se disent, j'ai été berné, j'ai été coquefé. Tous les partis qui veulent changer, disent-ils, l'Europe de l'intérieur. Selon vous, ils mentent aux Français. C'est oui, impossible. mais ça fait des décennies, enfin pas des décennies, mais j'ai fait il y a plus d'une dizaine d'années, je crois, j'avais fait une vidéo là-dessus. Pour changer l'Europe, il faut avoir l'unanimité des États membres, des 27. Il suffit pas d'en avoir 14, ou 15, ou 12, ou 20. Il faut les 27, y compris Malte, y compris le Luxembourg. Bon. Ce qui est normal d'ailleurs, puisque c'est les questions de souveraineté dont il s'agit. Or, la construction européenne, elle a été voulue très préméditée par l'application d'un stratagème chinois de l'art de la guerre qu'on appelle le stratagème des chaînes. Plus vous mettez d'États aux intérêts divergents et contradictoires, plus vous aboutissez à la neutralisation du total. Donc ça aboutit à ce qu'on constate, il ne se passe rien. Et donc, comme les gens d'ailleurs n'y comprennent rien, ça a été pris en charge par une oligarchie qui décide de tout dans l'opacité la plus complète. Madame von der Leyen, elle a un pouvoir très largement supérieur au président de la République française maintenant. Personne ne sait qui c'est, enfin tout le monde sait très bien qui c'est une famille de milliardaires. Vous savez, les magasins Aldi, vous savez, que vous avez en France. Et c'est Aldi, ce sont deux familles allemandes, dont la première c'est Albrecht, et c'est une fille Albrecht, madame, qui est une famille très riche, qui s'est mariée avec monsieur von der Leyen, qui eux avaient des officiers supérieurs nazis dans son... C'est ça, hein, madame von der Leyen. Elle est connue pour être très corrompue, elle avait été à la tête du ministère de la Défense allemand. Elle a été prorogée à la tête de la Commission européenne. Elle n'a pas du tout donné quelque information que ce soit sur les motivations qui ont fait qu'elle a fait acheter pour 40 milliards d'euros d'injections à RNM qui ont été ensuite mises au panier. Enfin, c'est un tel scandale. Avec une opacité derrière. C'est un tel scandale que le seul média qui s'en est préoccupé, c'est le New York Times. Preuve que tous les médias en Europe sont complètement asservis. Et Madame von der Leyen, c'est elle que les gens de gauche qui ont voté pour Madame Manon Aubry, ils ont pu voir Manon Aubry lui sauter au cou quand elle a été renommée. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elles vont faire les soldes ensemble? C'est quoi? La gauche, Manon Aubry, quand on présente, non, c'est tout ça est cul et chemise à Bruxelles. Donc, alors évidemment... On va revenir quand même à Marine Le Pen, elle a quand même fustigé cette institution en disant que c'était un, je cite, empire wokiste et libéral. Vous avez quelques points d'accord quand même avec elle. Bien sûr, mais si vous voulez, la politique, c'est quoi la politique? Ça remonte à Confucius, pour bien comprendre ce qui se passe, qui disait à l'un de ses disciples dans les Analectes, qui disait « Écoutez les paroles, mais observez les actes ». Moi aussi, je pourrais faire du Le Pen. D'ailleurs, Macron lui-même, tous les Européistes passent leur temps à taper sur l'Europe. C'est pas normal, c'est scandaleux. Zemmour, il en rajoute une louche. Bon, mais oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ah ben, on y reste. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est une entourloupe et vraiment, c'est de la manipulation mentale. Tout ça, c'est ce qu'on a vraiment la main mise sur ses États membres. Comment? Ben oui, vous avez des quantités de... Enfin, on le voit bien. On le voit bien, y compris sur les questions migratoires. Par exemple, les questions migratoires. Je me tue à dire, depuis des années, que depuis le traité d'Amsterdam, qui a été ratifié en 1999, il y a des gens qui me brocardent parce que je cite les traités. Oui, bon, ben d'accord. C'est comme si des gens brocardaient un avocat qui vient de vous défendre parce qu'il connaissait le droit des affaires ou le code civil. Bon, ben si on me brocarde parce que je sais ce qui s'applique, alors là, il n'y a plus de politique possible. Bon. Le traité d'Amsterdam, en 99, a transféré les politiques migratoires à la Commission européenne. Et personne n'en parle. C'est-à-dire que lorsque je vois M. Zemmour, Mme Plafond, Mme Le Pen, etc., qui sont là à nous expliquer que voilà ce qu'ils vont faire en matière migratoire, mais ils ne le pourront pas puisqu'ils veulent rester dans l'Union européenne. Alors il y a toujours à ce moment-là quelqu'un en fond de salle qui me dit « Mais c'est pas vrai ce que vous dites, M. Asselineau, regardez Viktor Orban. » Oui, mais justement, je regarde Viktor Orban. Il faut arrêter de vivre sur un mythe. Je regarde Viktor Orban, je regarde Madame Meloni. Madame Meloni, elle a été élue sur le fait qu'elle allait faire diminuer, réduire à zéro l'immigration. Elle a augmenté l'immigration. Pourquoi ça? Parce elle s'est attaquée à l'immigration illégale, qui de fait, effectivement, depuis qu'elle a succédé à Mario Draghi, l'immigration illégale
a perdu à peu près les 2 tiers. Bon, des migrants illégaux qui maintenant d'ailleurs passent par la péninsule ibérique. Le gouvernement de Pedro Sanchez leur fait un meilleur accueil. Bien. Mais la politique migratoire de l'Union européenne, et ce n'est pas moi qui le dis, c'était Mme Ylva Johansson, commissaire européenne, fin 2023, était allée dire ça dans une conférence à Barcelone de mémoire pendant la présidence tournante de l'Union européenne par l'Espagne. Mme Ylva Johansson, qui était la commissaire européenne, a expliqué que la politique migratoire de l'Union européenne consiste à faire entrer 4 à 4,1, 4,2 millions de nouveaux migrants par an dans l'Union européenne. Elle l'a dit, et c'est la politique officielle. Voilà. Et c'est ce qu'applique en fait Madame Meloni, c'est-à-dire que les 4 millions et quelques de personnes qui entrent dans l'Union européenne de façon légale, il y en a qui vont s'installer en Italie et qui sont légaux. Notez bien d'ailleurs le glissement sémantique de Madame Le Pen lors de l'émission là qui a eu lieu, lors de sa réunion des patriotes européens. Elle a fait des émissions, elle a attaqué Macron en disant « il va lutter contre l'immigration illégale ». C'est vraiment très très important ce que je dis. Il y a des gens qui disent « ils chipotent ». Non, non, non. Comme disent les Allemands, der Teufel liegt im Detail, le diable réside dans les détails. Parce que les Français, on est habitués à la généralité, les trucs, l'union des droites. Mais non, il faut entrer dans le détail, comprendre très précisément. À partir du moment où Mme Le Pen dit qu'elle reproche à Macron de ne pas avoir lutté contre l'immigration illégale, ça veut dire que si elle arrivait au pouvoir et qu'elle était à la place de Mélanie, les Français découvriraient avec stupéfaction que le nombre d'immigrants continue à augmenter, plus encore que c'était le cas en Italie. C'est vraiment important à comprendre ce que je dis. Il y a 4 millions de nouveaux migrants qui viennent s'installer dans l'espace Schengen chaque année. Soit dit en passant, vous savez qu'il y a le feu au lac en ce moment aux États-Unis. Biden, il a fait quoi pendant sa présidence? Il a laissé entrer 2 millions de migrants illégaux, semble-t-il, en plus des migrants légaux. Il a laissé entrer 2 millions par an pendant 4 ans. 8 millions. Finalement, pour une population de 340 millions, à l'intérieur de l'espace Schengen, il doit y avoir 450 millions. En définitive, la politique très laxiste de Biden a été quand même un peu moins laxiste que la politique de la Commission européenne qui fait entrer 4 millions de migrants par an. Enfin, il faut que les gens le sachent, quoi. Et on ne peut pas se contenter d'une pirouette en disant oui, mais non, mais lorsque Zemmour sera là, non. Parce que une fois que si Zemmour était président, si Madame Le Pen était président, si ce pauvre Bardella qui ne connaît strictement rien à rien était président, il se passerait quoi? Mais il se passerait que, on nous expliquerait que vous êtes dans l'Union européenne, vous avez signé des traités, et vous êtes obligé de les respecter. Et si vous ne les respectez pas, d'abord pour les respecter, on ferait comment pour l'immigration? Vous êtes déjà allé à Menton? Ou à Hendaye? Toutes les barrières, tout ce qui existe auparavant a été supprimé. Donc on entre totalement librement. Ça, c'est l'application. On va encore me brocarder, c'est l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'Union européenne veille à l'absence de contrôle aux frontières intérieures de l'Union. Il a été obligatoirement supprimé tous les contrôles aux frontières. Donc quand vous avez des migrants qui arrivent, par exemple, en Espagne, ils entrent tout à fait librement en France. Il y avait d'ailleurs eu, vous savez comment ça s'appelait, les amis de M. Damien Rieu, Thaïs Génération identitaire. Génération identitaire, voilà. Ils étaient allés, vous vous rappelez, du côté des Pyrénées. Bon. Ils avaient voulu s'opposer aux migrants. D'ailleurs, ils avaient quasiment la gendarmerie qui était venue le mettre fin et la justice leur a donné tort parce que nous avons signé des traités. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais à ce moment-là, il suffit de ne pas respecter les traités. Bon. Alors, les gens qui disent ça ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Parce que si la France ne respecte pas les traités, que se passe-t-il? Eh bien, ce qui se passe, c'est que la Commission européenne a l'obligation, obligée par la loi du traité, elle a l'obligation de déférer notre cas devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est déjà arrivé 50 fois. Quand la France a refusé de faire, d'accepter un certain nombre de produits chimiques pour l'agriculture, etc., récemment, il y a quelques années, la France refusait de traîner les pieds parce que les députés français savaient qu'ils allaient se faire engueuler en circonscription. La France a été déférée
devant la Cour de justice parce qu'on refusait d'admettre, c'était le glyphosate par exemple, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, eh bien la France a été condamnée à 135 000 € par jour de retard. 135. Alors comme ça faisait 3 ans qu'on avait de retard, il a fallu qu'on paye, je ne sais plus combien, 100 millions d'euros, parce qu'on était contraint par la loi. Donc là, c'est pareil, si vous voulez. C'est que si on ne respectait pas les contraintes que l'on a acceptées par les traités européens, nous serons condamnés. Condamnés avec des... Alors évidemment, il y a des gens qui disent « Oui, mais si on ne paye pas », c'est ce que dit Mélenchon. Mélenchon, j'allais dire. Voilà. Et oui, mais c'est Mélenchon qui dit « On est la France, c'est nous qui allons faire ». Mais je signale au passage que le discours qui consiste à dire « Nous, on est la France, on va imposer notre volonté », alors ça, pour le coup, c'est un discours nationaliste et belliciste. Parce que ça consiste à dire que moi, la France, je vais faire plier les autres. Mais moi, je n'ai pas envie de m'attaquer aux autres pays. C'est que moi, on me présente... Qu'est-ce qui se passe donc si concrètement, comme disait Mélenchon, on arrêtait de payer? Ben, vous savez ce qui se passerait? Ce qui se passerait, c'est que je pense qu'il y aurait un visiteur du soir qui viendrait voir M. Macron, ou plus exactement Mme Le Pen, ou ce pauvre M. Bardella, ou peut-être d'ailleurs la présidente de la Banque Centrale Européenne, et qui dirait, cher ami, il va être difficile, si vous violez les traités européens, que l'on continue à racheter sur le marché secondaire la dette française. Alors si la Banque Centrale Européenne arrête de racheter sur les marchés secondaires la dette française, ça veut dire que le taux d'intérêt sur la dette française explose. Ça veut dire que dans la minute, on bascule, ce qui d'ailleurs nous pend au nez de toute façon, les agences de notation américaines nous basculent de double A- à A+, on est en dessous des double A, et donc vous avez 90% des fonds de pension, c'est terminé, ils ne veulent plus prêter à la France. Donc on est en cessation de paiement. Mais ça a l'air justement d'abonder dans le sens que le Frexit, ce ne serait pas la solution, si je vous entends. Pourquoi donc? Parce que vous n'avez pas 50 solutions. Soit on est dedans, soit on est dehors. Et il y a quelque chose que si... Donc le Frexit, ça reste la solution à tous les maux de la France? À tous les maux. Alors, comme disait De Gaulle en 1940, il y avait des gens qui disaient « mais quand même », etc. Mais il disait « oui, les problèmes, on vit avec ». Il y avait d'autres problèmes que l'occupation de la France. Il y avait des problèmes je sais pas, il y avait des problèmes de monuments historiques qui tombaient en ruine. Il y avait des problèmes d'infrastructures insuffisantes. La France n'était pas... Tous les problèmes de la France ne se résumaient pas à l'occupation nazie. Si vous nous parliez de la dette, voilà, il y a des tas de moyens de rétorsion si on était isolé complètement. Voilà. Parce que il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Soit vous êtes dans un jeu, soit vous en sortez. Si les Français portent à l'Élysée quelqu'un dont le programme a été de sortir de l'Union européenne, ben ils seront bien obligés d'en tenir compte. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que nous sortirons de l'euro. Or, les marchés financiers, il y a une chose qu'ils détestent plus que tout au monde, c'est l'incertitude. Voilà, l'instabilité. Actuellement, la France, vous savez, ça nous pend vraiment au nez, l'affaire de la mise en faillite, parce qu'on est dans une situation, la dette nous cesse de s'accroître. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont bien à l'esprit que tous les jours... 3 300 milliards, c'est ça? Oui, on est à 3 300 milliards, mais on va bientôt arriver d'ici 1 an et demi à 4 000 milliards. Tous les jours, la dette publique française augmente de 1 milliard d'euros, mécaniquement. C'est-à-dire, il y a des coupons qui arrivent à échéance d'une dette qu'on a souscrite il y a 9 ans et 11 mois, ça arrive, au bout de 10 ans, paf, il faut payer, donc on paye, sauf qu'on n'a pas les moyens, donc on s'endette, on fait de la cavalerie, on s'endette pour payer les coupons arrivés à échéance. Et par ailleurs, comme le budget de l'État est encore en déficit, il faut s'emprunter encore plus. Donc on est dans une situation... Macron continue à foncer dans le mur. Et quelqu'un comme Bayrou est complètement... je sais pas, tous ces gens sont d'une folle incompétence. On est vraiment... Alors que normalement, ce qu'il faudrait aujourd'hui, pour commencer à régler les problèmes de la France, c'est avoir un excédent budgétaire, un excédent primaire. C'est fondamental. C'est absolument fondamental pour commencer à réduire la dette. Parce que là, à chaque fois... un nouveau Raymond Barre, quoi. Ah oui, bon. Il n'est pas encore né. Mais Raymond Barre, je rappelle au passage que Raymond Barre, il avait fait quoi quand il était arrivé Premier ministre en 1976? Il avait fait le plan Barre, que les gens de plus de 50 ans ont à l'esprit,
Ça avait consisté en quoi le plan Barre? Ça avait consisté notamment à rétablir un contrôle des changes très sévère. On ne pouvait pas sortir de France, je crois, avec plus de, je crois, c'était 5 000 francs. 5 000 francs, c'était l'équivalent peut-être d'aujourd'hui, je sais pas, 1 millier d'euros, quoi, à peu près. C'était à peu près ça en 1976, faudrait le voir. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas aller à l'étranger avec plus de 1 000 euros dans votre poche. Voilà. C'était ça. Mais ça s'appelait quoi? Ça s'appelait le contrôle des gens. Or, depuis le traité de Maastricht et depuis les traités ultérieurs, qui ont été repris dans les traités ultérieurs, nous avons la libre circulation des mouvements de capitaux, qui explique d'ailleurs les délocalisations industrielles. Donc ça, on n'a plus ce moyen. Vous voyez qu'on n'avait pas du tout les mêmes méthodes à l'époque. Et puis les gens disent oui, mais on peut pas faire machine arrière, vous vivez dans un autre monde. Mais enfin, c'est incroyable de dire ça. Qui est-ce qui se développe en ce moment? Quels sont les pays au firmament de l'histoire mondiale, de la croissance, de l'inventivité? En numéro 1, c'est la Chine. Il y a quelque chose qui se passe en Chine depuis quelques années maintenant qui défie l'entendement. Je ne sais pas si les Français ont bien compris ce qui est en train de se passer en Chine, où quasiment tous les mois, vous apprenez des choses miraculeuses. Maintenant, vous avez des taxis, vous savez, qui sont sans conducteur. Vous avez des camions qui sont sans conducteur sur les autoroutes chinoises. Vous avez, là, ils viennent de lancer un avion à 15 000 mètres d'altitude qui peut sortir 700 drones d'un coup. Vous avez les robots plus extraordinaires les uns que les autres qui sortent tous les 4 matins. L'intelligence artificielle. Enfin, c'est fou. C'est vraiment fou. Il y a 1,4 milliard d'habitants. En plus de ça, depuis les changements d'orientation du régime, et c'est une Chine communiste, entre guillemets, mais qui n'a plus rien de communiste. En revanche, il y a le reste chinoise, c'est-à-dire avec une direction dictatoriale, avec le Tianzi, comme on dit, c'est le fils du ciel, qui est Xi Jinping à l'époque. En fait, c'est une nouvelle dynastie, la dynastie du Parti communiste chinois qui a remplacé la dynastie mandchoue. C'est à peu près ça. Sauf que la sélection, c'est pas héréditaire, c'est une sélection à l'intérieur du PCC. Mais fondamentalement, ça reste très chinois. Et maintenant, ils en sont revenus aux idéaux confucéens d'enseignement, d'enseignement, c'est-à-dire qu'on vénère les anciens, l'éducation, le travail. Il n'y a pas de wok, il n'y a pas de cours de sexualité dans les écoles chinoises, ça je peux vous dire. Il n'y a pas de wok culture, il n'y a pas de trucs, des valeurs de la République, des conneries comme ça. On est, quand je dis des conneries, c'est parce que ça, je dis pas que ce sont des conneries, mais je dis que ce sont des choses qui ne relèvent pas de l'enseignement. Ça relève de l'éducation qu'on a chez les parents ou avec les copains. Mais l'instruction, ce qu'on appelait l'instruction publique, on doit apprendre à l'école. L'instruction, c'est-à-dire lire, apprendre, compter, et écrire, l'histoire, la géographie, les mathématiques, etc. Vous avez vu que dans malheureusement, les comparaisons internationales, en fait, l'enseignement français s'effondre au fur et à mesure. La conséquence de tout ça, au bout du compte, c'est qu'actuellement, une tranche d'âge en Chine, ils sont 1,4 milliard d'habitants. Chaque tranche d'âge, ça doit être quelque chose comme à peu près 30 millions de personnes, 30 millions de jeunes. 15 millions de garçons, 15 millions de filles. Bon. Là-dessus, il y a une telle éducation qu'il y a plusieurs millions, je crois que c'est un truc du style 2 à 3 millions, 10%, qui sortent avec un diplôme d'ingénieur. 3 millions de nouveaux ingénieurs par an en Chine. Idem le pion, évidemment, aux États-Unis, où l'enseignement, par ailleurs, s'effondre aussi. Mais alors, nous, on doit sortir 50 000 ingénieurs par an. Donc, il y a vraiment, c'est très, très, très impressionnant ce qui est en train de se passer avec la Chine. Or, la Chine, elle n'a pas la libre circulation des mouvements de capitaux. La Chine, elle contrôle ces mouvements de capitaux. La Chine n'a pas du tout... Elle fait tout le contraire de ce que l'on fait, en fait. D'ailleurs, le monde entier et les BRICS font le contraire de ce que l'on fait. Alors là, les Français sont en train de découvrir que ça va de mal en pis. On nous présente les autres pays du monde comme la catastrophe, mais en fait, au bout du compte, c'est l'ensemble du monde occidental qui est en train de décrocher, franchement. Alors, un petit mot juste, vous avez vu cette semaine, je suppose, également... cette déclaration de Marine Le Pen, un petit mot de 2027 à l'approche de cette élection présidentielle, à laquelle d'ailleurs vous allez de nouveau concourir. Je pense que ça n'est un secret pour personne. Vous êtes candidat en 2027. J'espère bien. Voilà, mais c'est officiel, c'est sûr. Vous savez qu'il faut les parrainages. Les signatures, voilà. Enfin, les parrainages, tout le monde ne les a pas eus. Moi, je les ai déjà eus en 2017. J'avais eu 584 parrainages. Et là, vous êtes davantage optimiste ? En 2022, j'ai pas pu les avoir pour une raison de... Vous en aviez combien ? J'en avais quand même eu près de 300 en 293.
Mais vous savez qu'il y a eu toute la conjonction à la fois d'une tentative de putsch chez moi, on m'a foutu un procès, on m'a fait un procès en sorcellerie. D'ailleurs, c'est fini tout ça, les procès. Les juges ont comment dirais-je, prononcé un non-lieu sur les 8 chefs d'accusation. Tout a été... Donc, c'était une véritable... Même un jour, j'écrirai ce qui s'est passé dans cette histoire. D'après vous À votre avis, qui est-ce qui a intérêt à faire ce que les Russes, les Américains le compromat, vous savez? Comment essayer de compromettre quelqu'un? Ça vient de l'interne ou pas? Non. Il y avait des complicités en interne, bien sûr. Vous m'avez dit non, parce que alors là, pour le coup, j'avoue que je me suis pas penché en détail. Le temps viendra. Voilà. Mais en attendant, maintenant, les choses sont derrière nous, et c'était pas la seule raison. Il y a eu aussi l'affaire de la Covid. Il y a eu aussi les petits copains souverainistes qui ont appelé les maires pour ne pas me parrainer. Je ne l'ai pas oublié. Et il y a eu aussi l'affaire de M. Bayrou. Parce que je rappelle que M. Bayrou, qui à l'époque était haut commissaire au plan, dont on voit les résultats mirobolants, d'ailleurs, il a été plusieurs années au commissaire au plan. On voit que la France se porte beaucoup mieux depuis qu'il nous a gratifié de sa pensée. M. Bayrou s'était autoproclamé le GDP, le grand dispensateur des parrainages. C'est-à-dire qu'il avait décidé de permettre à Marine Le Pen d'obtenir justement... Il avait décidé de demander à des maires de petits villages de lui envoyer des professions, des parrainages en blanc. C'est totalement interdit par la Constitution, par la loi. Il n'avait absolument pas le droit de le faire ça. Bon, mais comme le dit la fable, ego nominor leo, c'est puisque je m'appelle le lion, j'ai le droit de tout faire. Donc il a fait ça, donc il s'est autoproclamé. Et donc à l'époque, il y avait eu un autre phénomène qui s'était produit, c'était l'arrivée de Éric Zemmour dans le paysage, qui avait été alors complètement catapulté par la presse Bolloré, qui était alors, rappelez, il y avait des temps de parole absolument extraordinaires, 25, 30, 35, parce que je n'ai jamais eu. Donc il avait été lancé, Monsieur Zemmour, par la presse Bolloré, etc., qui l'avait lancé. Bon. Peut-être d'ailleurs avec l'arrière-pensée d'affaiblir Marine Le Pen, c'est possible. Enfin, c'était, je pense, qu'il y avait dans cette affaire. Mais Monsieur Zemmour était quand même un personnage clivant. Il l'est toujours. Il a été condamné à plusieurs reprises pour comment dirais-je, incitation à la haine raciale, etc., pour apologie de crimes de guerre, parce qu'il a défendu Pétain. Enfin, je vais pas... Mais vous savez qu'il a quand même un casier judiciaire. Après, ça peut poser la question de la liberté d'expression. Oui, je suis d'accord, mais c'est un fait que c'est ça. Moi, je ne prends pas part... Enfin, si je peux prendre parti, mais moi, je dis des faits. Il a été condamné pour ça. Or, les Français, d'un seul coup, ont découvert que ça n'était pas d'ailleurs de 2022, ça remontait au début des années 2000. C'était Jospin qui avait pris cette initiative, c'était de commencer à rendre public le nom des maires qui parrainent. Avec Jospin, c'était un truc chèvre-chouille, avec les 500 premiers maires qui parrainaient étaient publiés. Bon. C'est-à-dire, si vous aviez 1702 parrainages, il n'y en avait que 500. Et puis, ça a été ensuite ça doit être sous Hollande, je pense. Il y a une nouvelle réforme et il a décidé de publier tous les parrainages. Alors, il s'est posé évidemment un problème, c'est que les maires, déjà qui avaient été très réticents à parrainer le Front National pendant des années, bon, les maires d'un seul coup, là, celui qui remplaçait le rôle du mauvais, c'était Zemmour, et donc il y a eu beaucoup de gens, de maires, qui ont dit qu'ils ne voulaient pas parrainer Zemmour. Et donc Zemmour a fait monter la pression, et donc il y a des gens qui suivaient Zemmour, qui ont hurlé au scandale, ce qui est vrai que, à mon avis, c'est un scandale, c'est que on ne peut pas demander à des maires de prendre la responsabilité de parrainer. Je rappelle qu'ils ne peuvent parrainer qu'une seule personne ou zéro. Ils ne peuvent pas parrainer plusieurs personnes. Je rappelle que c'est un pouvoir intuitu personae, comme on dit en latin, c'est-à-dire qui est par personne. C'est pas en tant que c'est le maire qui a le droit, maire ou député ou conseiller général ou conseiller régional. Et donc il y a des maires qui se sont dit bon ben moi je veux bien parrainer Zemmour, mais j'ai pas envie que mon nom. Donc il y a eu un blocage, rappelez-vous. Ah, ça s'est pris en mayonnaise à ce moment-là. Donc à la mi-2021, d'un seul coup, nous, on continuait à avoir des parrainages. On avait les gens qui nous critiquaient. Peut-être vous y prendre plus à l'avance, parce que du coup... On s'était pris à l'avance, parce qu'à partir du mois de juin 2021, d'un seul coup, ça s'est pris en... Comme je vous dis, ça s'est pris en mayonnaise, ça n'avançait plus. Et c'est à ce moment-là que M. Bayrou, tel, vous savez, le tableau de Botticelli aux Offices, Aphrodite sortant des ondes, tel une Vénus Anadyomène sortant des ondes, il y a M. Bayrou qui est arrivé, qui était devenu... C'était lui qui dispensait les parrainages. Ce qui est complètement dingue.
C'est complètement dingue. C'est dingue parce que c'est Et vous contraire croyez à que la c'est peut-être une des Constitution. raisons pour lesquelles il y a une forme d'indulgence à l'égard du gouvernement de Bayrou aujourd'hui d'une partie? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais que j'ai eu M. Bayrou au téléphone 2 fois. Parce que je lui ai dit, écoutez, d'après la rumeur publique, vous allez distribuer des parrainages à M. Zemmour qui n'en avait pas assez, à M. Untel, à Mme Untel, etc. J'ai dit, Pourquoi nous, pas, on moi en prendrait volontiers, puisqu'il en avait plusieurs milliers sous le coude. D'autant plus que je crois... Et qu'est-ce que vous avez répondu? Ah ben oui, enfin il a répondu du Bayrou, oui, mais comprenez, c'est très difficile, etc. Après ça, j'ai eu 2 députés qui travaillaient auprès de lui, qui m'ont téléphoné. Enfin, j'avais l'impression d'être... Ce que je leur expliquais en substance, c'est que je leur avais dit que si je n'avais pas mes parrainages, il n'y aurait pas, parmi les candidats, le partisan du Frexit. C'est-à-dire qu'on discuterait entre soi tous les gens qui veulent rester dans l'Union européenne. Donc j'ai dit, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes des démocrates? Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité de Français qui soient favorables à la sortie de l'Union européenne, quoique je rappelle que c'est quand même ce que Macron avait dit en 2018, quand il était allé au Royaume-Uni. Vous vous rappelez, il avait eu une interview de la BBC qui avait demandé au président de la République en janvier 2018, mais s'il y avait un référendum en France sur la sortie de l'Union européenne, comme nous, on a eu le Brexit, que voteraient les Français? Et Macron c'est un âne, il avait dit, je pense que les Français voteraient en faveur du Frexit. Bon. Je dis c'est un âne, non pas parce que je pense qu'il avait tort, mais il avait tort de le dire, puisque lui, il est contre. C'est pas gentil pour les ânes. Bon. Enfin, en attendant, d'ailleurs, c'est très difficile à retrouver, cette vidéo. Nous, on l'a gardée pour la bonne bouche, mais c'est très difficile à retrouver, parce qu'il a dû se faire engueuler par ses commanditaires en disant, écoutez, vous ne pouvez pas dire ça. En attendant, ça veut donc dire qu'au jour d'aujourd'hui, même si ça n'est pas majoritaire, il y a quand même, moi je le vois bien, il y a quand même des dizaines et dizaines, des millions et des millions de Français qui veulent sortir de l'Union européenne. Bon. Mais c'était justement ce qu'ils ne veulent pas. Donc, Quand on voit le Royaume-Uni, le bilan pour vous, il est positif pour eux? Ça, c'est encore un autre sujet. Je veux bien répondre, je termine peut-être mon propos. Oui, et puis on reviendra sur la déclaration de Marine Le Pen. Oui, donc Monsieur Bayrou, dans sa sagesse, a donné des parrainages à Zemmour. Je suis pas sûr qu'il en ait donné à Madame Le Pen. Je crois qu'elle a réussi par elle-même à en avoir. De toute façon, maintenant, elle les a par tous ses députés, etc. Donc, elle n'a plus besoin d'avoir recours à des sollicitations. Monsieur Bayrou a donné des parrainages à Monsieur Poutou. On l'a vu, on a fait la cour. La seule personne qui avait demandé des parrainages qui n'en a pas eu, c'est moi. Voilà. Donc, il y a eu la volonté délibérée d'interdire la participation du candidat du Frexit. D'ailleurs, ça m'avait été annoncé, je vais vous faire une petite révélation, quand j'étais candidat en 2017, j'avais été invité, je crois que c'était sur France Info TV, il me semble, et vous avez vos confrères qui... Alors j'avais l'impression d'être en cour d'assises, hein, j'étais arrivé, j'avais des journalistes, j'avais des procureurs qui m'expliquaient à quel point j'étais un horrible personnage, que j'étais complotiste, conspirationniste, bon. Et à la fin de ça, il y avait... C'est des compliments, ça. Oui, maintenant c'est devenu un compliment. Il y avait votre grand ami, comment il s'appelle, Monsieur Apathy, dont le nom est quasiment proverbial, c'est quasiment un symbole même de la France d'aujourd'hui. Vous savez, c'est comme à l'époque, il y avait la fortune, la renommée, maintenant il y a l'apathie. Donc il y avait Monsieur Apathy qui avait dit à un de mes collaborateurs en sortant de l'émission, il m'avait dit, écoutez, on a invité Monsieur Asselineau parce qu'il a eu ses 500 parrainages, on ne l'invitera plus jamais pendant 5 ans, et on ne l'invitera dans 5 ans, donc en 2022, on est en 2017, que s'il a de nouveau ses 500 parrainages, ce qu'il n'aura pas. Voilà ce qui s'est passé. Et de fait, il a tenu parole, puisque je n'ai plus jamais été invité. C'est ça la réalité de la situation française. Alors aujourd'hui, alors vous m'avez parlé... Alors la transition, elle est simple parce que... Alors vous m'avez parlé du Brexit. Alors, Brexit. Une petite réponse. Ouais, le bilan. D'abord, le bilan, si vous prenez en termes macroéconomiques, le Royaume-Uni n'est pas dans une situation mirobolante, mais meilleure quand même que la France, dans tous les compartiments de la macroéconomie, l'inflation, le taux de croissance, le ci et le ça. Là, le Royaume-Uni se porte moins mal que la France. Le niveau de la dette, le niveau de l'endettement, etc. Maintenant, il se trouve qu'ils ont un dingue à la tête au 10 Downing Street qui s'appelle Keir Starmer. Enfin, j'ai pas rêvé, vous avez vu ce que nous on appelle le train sniffera 3 fois, là, vous savez, Max Starmer, Monsieur Merz et Monsieur Macron en goguette pour
Kiev, avec cette affaire de trucs, de machins, de mouchoirs. Kleenex, ouais. Ça ne trompe que ceux qui veulent bien être trompés. Bon, on a à la tête... Bon, vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas, absolument pas. Je n'y crois absolument pas. D'ailleurs, il faut voir d'ailleurs l'état dans lequel ils étaient. Et ils partaient dans un pays en guerre où il y a eu pratiquement 1 million de morts. Ils allaient pour dire on va continuer la guerre. Ils étaient là comme s'ils allaient aux Folies Bergères. Enfin, il y a un truc il y avait une discordance psychologique qui montrait qu'ils étaient dans un état second. C'est en tout cas mon Donc point de vue. vous croyez qu'on a potentiellement à la tête de l'État des gens qui peuvent être avoir la tête dans la chenouf, quoi? Oui. Ben, écoutez, pour parler de l'Angleterre, vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu une première ministre qui a eu une carrière météorique, qui est restée 1 mois Premier ministre, qui est Madame Liz Truss. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle a été Première ministre au moment de la mort d'ailleurs de la reine d'Angleterre. Elle a présenté, c'est le dernier Premier ministre. Ça a duré 1 mois, enfin c'était après... Elle avait de l'allure d'ailleurs. Oui. Je me souviens. Sauf que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il faut que je vous fasse parvenir, tout le monde peut retrouver ça certainement sur Internet. Lorsqu'elle a dégagé, il y a les services de nettoyage qui sont arrivés, notamment dans la... Il y a l'équivalent de la lanterne. Vous savez, la lanterne, c'est la résidence secondaire dans Paris pour les présidents de la République, à Versailles pour les présidents de la République. Ils ont un peu l'équivalent pour le Premier ministre britannique qui n'est pas cantonné au 10 Downing Street. Il a également une résidence un petit peu. Et ça a fait les choux gras des tabloïds britanniques. Parce qu'il y avait eu pendant... c'était pas pendant le Covid ou s'il y a eu des fêtes, c'est ça? En tout cas, ils ont retrouvé partout des traces de cocaïne. C'est pas moi qui le dis, c'était Madame Liz Truss. Bon, voilà. En tout cas, moi, depuis 2000, pour clore sur ce sujet, depuis 2018... Vous avez arrêté la coke, c'est ça? Moi, je n'ai jamais... C'est pas du tout mon genre, je n'ai jamais touché à ça. Mais en 2018, suite à l'affaire du drame, vous vous rappelez, de la Germanwings, c'est-à-dire cet avion de cette compagnie low cost de la Lufthansa, qui faisait le trajet Barcelone-Düsseldorf. Vous savez qu'il y a le pilote est sorti du cockpit pour aller aux toilettes et son copilote, qui était dingo, a fermé la porte et a plongé l'avion dans les Alpes de Haute-Provence. Il y a eu 160 morts. Vous vous rappelez, bon. Et donc, depuis ce moment-là, il y a eu à l'époque, donc, les compagnies aériennes se sont posées des questions, qu'il fallait mieux faire un suivi psychologique des pilotes, vérifier leur degré de consommation de psychotropes, etc. Il me semble que ce que je dis, c'est quand même du bon sens. Le président de la République française... Non, mais c'est vrai que c'est quand même sacrément grave, quand même, parce que là, on en parlait de manière presque ironique, mais vous laissez entendre, et d'ailleurs comme d'autres, mais qu'on traite immédiatement de complotistes, qu'il peut y avoir des gens qui sont sous l'emprise de produits stupéfiants à la tête des fondamental. C'est fondamental. Donc nous, depuis 2018, je considère que si la France, on veut bien admettre que c'est une espèce d'Airbus à 380, mais avec non pas 500 personnes à bord, mais 68 millions de personnes à bord, il est quand même normal que les Français sachent si le commandant de bord et son copilote, le Premier ministre, et puis le personnel navigant technique qui sont les ministres, si ce sont des gens qui sont sous l'emprise de psychotropes ou pas. Enfin, c'est quand même normal. Moi, quand je monte dans un avion, je suis rassuré de savoir qu'il y a à l'improviste des contrôles pour aller voir si le commandant de bord, il est pas ivre, parce que c'est arrivé, vous savez, des commandants qui étaient de bord, qui étaient ivres morts, ça défraie la chronique régulièrement, voire sous l'emprise de la cocaïne ou de puissances psychotropes. Donc moi, j'ai dit, c'est en 2018, j'ai dit, il faudrait qu'il y ait une loi, un projet de loi qui propose qu'il y ait des contrôles inopinés du président de la République, des ministres et des parlementaires pour voir ça. Ça a été repris d'ailleurs par des députés. Je ne sais pas un député de LFI d'ailleurs qui avait vaguement repris ça. Je suis pas... En tout cas, c'était pas des certificats c'était certainement pas des M. bulletins Boyard. de santé de M. Mitterrand qui était si on pouvait faire dire ce qu'on voulait. Oui, bien sûr. Mais là, bien sûr. Mais là, il s'agit. Après, on peut voir les modalités. Bon. En attendant, il y a une proposition qui a été déposée. Et vous trouvez que dans son attitude, alors on parle d'Emmanuel Macron, vous trouvez que dans son attitude, il y a des... Et vous? Ah non, mais moi, je suis pas un acteur de la politique. En attendant, moi, je serais à la place de M. Macron, j'aurais sauté sur l'occasion, j'aurais dit, c'est très très bien, on va faire ça. Moi, si je suis président de la République, parmi les premières lois que je ferai voter, il y aura ça, justement, c'est-à-dire un contrôle inopiné du président de la République, etc., et que les gens puissent savoir. Puis contrôle inopiné, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que les médecins aient la faculté de débarquer à tout instant, ça peut être 2 fois dans une semaine et puis plus 0 feuille pendant 3 mois, sans prévenir. On imagine la pression du médecin en sortant en disant « ça y est, il est positif
Tout ça, c'est un problème d'éthique, évidemment. C'est un problème d'éthique. C'est vrai que vous avez raison. Moi, je pense qu'il risquerait de se noyer dans une flaque d'eau en sortant de l'Élysée. Hein. Oh, oui, si on en est là. Alors, c'est vrai que c'est un problème d'éthique, mais ça, c'est aux Français aussi de réfléchir à l'éthique de la personne qu'ils envoient à l'Élysée. Vous imaginez, c'est comme l'affaire de la, je sais pas quoi, comment on peut appeler ça, vous appelez ça, comment ce qui s'est passé, l'algarade entre Madame Macron et son mari à Hanoï. Ouais. Une mandale, une baigne, un coup de poing dans la figure, je sais pas ce que c'est. Enfin, il s'est passé ça. Mais c'est dingue quand même. Or, la première réaction de Macron, vous l'avez vu devant les médias, ça a été d'abord de faire reset, c'était le grand reset, et puis par ailleurs d'incriminer l'IA des Russes. Parce qu'une des télévisions qui avait divulgué ça en premier, c'était Russia Today. Sauf que, évidemment... Il y a aussi la Société Presse. Après, il y a la télé indonésienne, la télé américaine. Donc, à l'Élysée, on se dit, attention, on ne peut pas continuer sur... Ça veut dire quoi? C'est très important, ça. C'est à ce genre d'anecdote qu'on voit un tempérament. Ça veut dire que M. Macron, d'abord, s'est fait baigner, s'est fait foutre une baffe par sa femme. Bon, vous imaginez... Sa femme, on est d'accord. Vous imaginez ça? Vous imaginez... Vous imaginez De Gaulle... Ah, on est d'accord là-dessus, c'est par sa femme. Oui, enfin par la femme du président de la République. Vous imaginez De Gaulle se faire envoyer une baigne par Antivol. Non mais c'est inouï. Enfin, il faut que les Français se ressaisissent. On imagine mal, ça me rappelle l'histoire du Kleenex, où il y avait en effet un communiqué de presse, un tweet fait par l'Élysée pour justifier... Il faut voir comment il a trilé, il l'a caché, enfin quand vous regardez... Non mais c'est bon. Bon, en attendant... Ne soyons pas complotistes. Si M. Macron considère si M. Macron n'a rien à se reprocher, il devrait sauter sur l'occasion. Moi, je vous le dis, si je suis élu à l'Élysée, parmi toutes les réformes que je ferai, il y aura ça veut dire aussi répondre à toutes les rumeurs, parce que là, je vais plus loin. Là, justement, vous me tendez la perche avec le qualificatif de complotiste. Ça veut dire, par exemple, pour ce qui concerne les rumeurs aussi autour de Brigitte Macron, il faudrait aussi qu'il s'exprime là-dessus. Alors là, bon... Il y a des trucs devant la justice, etc. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un climat délétère en France sur bien des sujets, dont celui que vous évoquez, mais dont celui aussi, si vous voulez... on retombe à un problème d'éthique. Le sujet que vous évoquez est un sujet conflictuel et pour le moins controversé. Mais il y a des sujets qui ne sont pas controversés, qui sont factuels. Moi, j'aime bien me tenir au sujet factuel. Le sujet factuel, ce que je viens de vous dire. M. Macron se fait molester par son épouse devant la presse mondiale. La première réaction qu'il a, c'est de mentir en disant « c'est faux, c'est les Russes ». C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un monde... Le monde entier a compris qu'il mentait. C'est fou. Tout ça, si vous voulez, c'est des atmosphères délétères. Alors évidemment, si vous partez du principe que s'il y a des contrôles inopinés, ils vont être truandés, bon bah oui, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à aller se coucher. Moi, je pars du principe que le président de la République, c'est quelqu'un qui a une éthique minimale. Normalement, M. Macron, suite notamment à la polémique qu'il y a eu dans le train que nous appelons le train Sniffra 3 fois, eh bien, il aurait dû sauter sur l'occasion en disant « je suis tout à fait d'accord, on va faire une loi et qui va soumettre le président de la République, les membres de son gouvernement et les députés et sénateurs à des contrôles inopinés de consommation de puissance psychotrope. » Ça serait normal. Ça serait normal. François Asselineau, je voulais tout à l'heure parler aussi de la déclaration cette semaine de Marine Le Pen, qui a dit que si jamais elle était déclarée... Marine Le Pen, non, mais parce que là, c'est quand même au centre de l'actualité. Non, mais elle est quand même potentiellement la personnalité politique la favorite de la prochaine présidentielle. Des Français. En tout cas, d'après les sondages, vous allez remettre en cause. Attendez, je vous saisis là. Parce qu'il y a un truc qui est très intéressant. Il y a une différence entre... Parce que c'est vrai qu'on dit ça de Villepin, et dans les faits, je suis pas sûr. C'est un gars que ça s'appelle l'homme politique préféré des Français. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Alors ça s'achète. Donc vous achetez tel ou tel un truc. Donc c'est pour ça que depuis... Et Villepin, on se demande... Il y a eu Villepin, il y a eu Barnier, il y a eu Bayrou, il y a eu... Oui, ça, je suis d'accord. Il y a eu je sais pas qui. Enfin, c'est maintenant, ça doit... Il y a eu Attal. Enfin, ça s'achète au décrochez-moi ça. Donc combien vous voulez, ça va être... c'est ça, en fait. Arrêtez de croire au... Non, mais là, pour la personnalité préférée des Français. Mais enfin, d'après quand même... Non, mais là, quand même, factuellement, bon, il y a quand même des résultats
récents, on peut en contester la portée, mais en tout cas, ils sont factuels. Marine Le Pen a dit que ce serait un scandale mondial si elle était confirmée en appel sa condamnation à l'inéligibilité, au-delà évidemment de 2027. Comment vous réagissez d'abord suite à cette condamnation et à ces propos elle parle donc de scandale mondial potentiel. Là, vous devriez être solidaire d'elle, pardon, non? Indépendamment du fait qu'elle s'appelle Marine Le Pen. Non, mais bon. Si elle est empêchée de pouvoir se présenter non, mais attendez, pour de mauvaises raisons. De ce que je lis. Justice indépendante ou pas? De ce que je lis, si vous voulez, elle a quand même un dossier qui est difficile à plaider. De ce que je lis. Voilà, il faut pas oublier un truc, c'est que c'est pas en France que le procès lui a été intenté. À l'origine de l'origine, c'était Martin Schulz, qui était le président du Parlement européen, qui était un Allemand, qui avait découvert qu'il y avait dans les organigrammes du Front National en France, ou du Rassemblement, ça avait déjà changé de nom, je ne me rappelle plus. Non, ça remonte à 10 ans, hein. Et qu'il y avait sur l'organigramme, il y avait noir sur blanc, publié, il y avait des gens qui étaient censés être des attachés parlementaires à Bruxelles. Donc c'est l'origine le fait originel, c'est les Allemands, le président du Parlement européen qui a dit c'est du détournement de fonds. Voilà. Ça a mis 10 ans. Bon, on ne peut pas dire que la justice était très rapide. Bon. Et si j'ai bien compris, mais je ne suis pas là pour accabler Madame Le Pen, je dis simplement que les juges, semble-t-il, ont appliqué la loi. Alors que, évidemment, des gens rigolent, que l'opposition s'en saisisse. Enfin bon, elle n'était pas la dernière à donner des leçons de morale, notamment à Monsieur Fillon, etc. Donc, et puis, la justice, elle a pas été très tendre vis-à-vis de Sarkozy. Elle n'a pas été très tendre. Avec Bayrou sur le même type d'affaires, elle a été plutôt un nul. On ne sait pas très bien où on en est avec Bayrou. Elle n'a pas été très tendre avec Cahuzac. On attend de voir Mélenchon, hein, parce que je pense qu'il y a un changement d'attitude, à mon avis, de la magistrature vis-à-vis de l'ensemble de la classe politique. Je pense. En tout cas, tout le monde sait, tous les gens qui connaissent un petit peu le dossier. Enfin, moi, je me suis renseigné, j'ai demandé, je connais des avocats qui ont regardé, ils m'ont dit, mais le dossier de Madame Le Pen est extrêmement implaidable. Enfin, c'est très difficile. Alors, bon, elle est là, parce qu'il faut que... bon, c'est vrai qu'ils l'ont condamné à l'inéligibilité, je ne sais pas. Enfin, on attend de voir la suite des événements. Je ne suis pas sûr que ce sera un scandale mondial. Non, dans le monde entier, je veux dire, c'est pas... Si elle est empêchée de se présenter, à l'instar d'un Donald Trump qui avait eu pas mal d'affaires et maille à faire avec la justice, vous penseriez que ce serait pas un scandale mondial, non? Écoutez, Madame Le Pen, elle a déjà été quand même 3 fois candidate à la présidentielle et 2 fois au deuxième tour. Les 2 fois au deuxième tour, elle a d'ailleurs saboté son truc. Elle a complètement foiré le débat. Enfin, tout le monde le sait quand même. Est-ce que vraiment les Français ont encore envie de remettre une pièce dans le jukebox? Bah là déjà, il y aura plus Macron. Voilà. Oui, mais alors justement, parce qu'un deuxième tour, Madame Le Pen, imaginons qu'elle soit devenue, parce que enfin, il y a une chose qui est certaine à mon avis, c'est que même si la Cour d'appel nettoie un petit peu, lui réduit la voilure sur son inéligibilité à 2 ans pour qu'elle puisse passer, vous imaginez, enfin, elle aura été condamnée, et face à Édouard Philippe, enfin, vous imaginez, il va y avoir la castorisation habituelle de l'électorat français entre les 2 tours. Mais par ailleurs, ce que je voudrais aussi souligner... Vous ne voyez pas une possibilité Mélenchon, non? Duel Mélenchon-Le Pen, second tour, non? Ah, ça serait rigolo. Mais non, j'y crois pas. Oui, mais ça serait... Si ça serait rigolo, je vais vous dire, parce que je rappelle qu'en 2022, j'ai pas pu être candidat. Et pour la première fois, au deuxième tour, pas au premier tour, au deuxième tour, on m'a demandé mon point de vue et j'ai appelé à voter pour Madame Le Pen. C'est pas ma tasse de thé, vous l'avez compris. Mais je jugeais en mon âme et conscience qu'entre Madame Le Pen et Macron, il fallait tout sauf Macron. Parce qu'il est siphonné, parce qu'il est en train de détruire le pays. Et donc, ça sera refaire, je le referai. Donc, on ne peut pas dire que je n'ai pas pris mes responsabilités. Ça ne m'empêche pas d'avoir un regard lucide sur Mme Le Pen, mais je me suis dit, ça serait quand même moins pire. Bon.
Mais là, si vous voulez, s'il y a un deuxième tour, Mme Le Pen Édouard Philippe, à mon avis, les Français voteront beaucoup plus pour Édouard Philippe que pour un deuxième Macron, c'est ça. Puis de toute façon, je vais vous dire quelque chose aussi. Qui c'est qui est derrière tout ça aussi ? Enfin, il y a quand même eu, si j'ai bien compris, si je lis la presse, si je lis les Échos, le RN est quand même dans une situation en ce moment, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le journal Le Figaro qui a fait un article avant-hier, c'est le RN, la descente aux enfers du RN, qui fait remarquer qu'ils ont perdu leurs 2 députés, il y en a 2 autres qui sont partis, etc. Et surtout, vous savez qu'il y a quelque chose, si j'ai bien compris, qui a semé la grande perturbation au sein du RN, c'est un sondage qui a donné M. Bardella à 36%, je sais pas quoi. Le sondage ayant été commandité, semble-t-il, par M. Stérin, qui est le propriétaire de Valeurs Actuelles, ils avaient oublié de mentionner. Pas encore, non. Oui, enfin, il a ses entrées à Valeurs Actuelles, à Frontières, non, c'est pas ça, M. Stérin. Il a des entrées, mais non, il a ses entrées. Bon. Et si j'ai bien compris, ce sondage, il avait oublié. Les sondages, ils oublient toujours Asselineau, ça. Donc, nous, on dort sur nos 2 oreilles. De toute façon, nous, on n'est jamais mentionnés. Mais là, il avait oublié Madame Le Pen. Alors, j'ai vu que monsieur Jean-Philippe Tanguy, qui est maintenant un des proches de Madame Le Pen après avoir été auprès de monsieur Dupont-Aignan, j'ai vu que monsieur Jean-Philippe Tanguy avait vivement protesté, était monté au créneau, avait exigé. Et il y a eu des échanges de noms d'oiseaux, si j'ai bien compris, entre l'écurie Le Pen et l'écurie Bardella. Il est possible, j'en sais rien, mais il est possible qu'il y ait des gens, en tout cas je crois que c'est le cas au RN, et autour du RN, qui se disent, bon, Madame Le Pen, elle a fait son temps, et on va mettre Bardella, c'est possible. Mais c'est possible aussi qu'au sein du RN, il y a des gens qui ne voient pas forcément d'un très bon œil Monsieur Bardella, pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure par la journaliste qui a posé la question à Madame Le Pen, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui a 31 ans à la tête Léa Salamé, oui, Léa Salamé sur France Inter. C'est d'ailleurs un vrai problème, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas que le cas Bardella. Quand j'ai vu, là, il y a eu une tentative, ça semble avoir fait un petit peu long feu. Vous êtes très sévère à l'égard de Bardella, oui. Mais attendez, on a eu une tentative parce maintenant. Là, après tout le talent, on n'attend pas le nombre des années. Hein, non, mais bon, c'est... Ah non? Non, on est d'accord. Bah, Macron, il y en a d'autres. Mais d'abord, Macron, il avait 38 ans. C'est vrai. Bon. Et il avait un parcours... Bon. Et deuxièmement, c'est une catastrophe. Bon. De Giscard, qui avait été le plus jeune auparavant, avait été élu à 48 ans, ça n'avait pas été très brillant non plus. Fabius, Premier ministre. Fabius, il avait 38 ans quand il a été nommé Premier ministre. Pas pareil qu'être président de la République. Président de la République, c'est les codes nucléaires quand même. Bon. Faut quand même pas déconner. Bon. Et donc, moi, je pense d'ailleurs, au passage, qu'il devrait y avoir un projet de loi, en tout cas, ça va être certainement dans mon prochain programme, et que nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle s'il a moins de 45 ans. Pourquoi 45 ans? Parce que l'expérience a montré que tous les présidents, sauf Macron, avaient plus que 45 ans, et l'expérience a plutôt montré que les chefs d'État plus âgés... Faudrait peut-être mettre une limite dans le sens, non? Pourquoi? C'est d'eux-mêmes. Quand on voit Joe Biden aux États-Unis, on se dit... D'accord, mais regardez De Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir en 58... il avait... on ne sait pas qu'il faut un âge limite. Il avait 68 ans. Je pense que l'âge limite, les gens le voient. Il avait 68 ans, en tout cas. Aujourd'hui, les grands dirigeants du monde, Vladimir Poutine qui a 71 ans, Xi Jinping qui a 71 ans, Narendra Modi qui a 78 ans, Lula da Silva qui a 72 ou 73 ans, je ne sais plus. Ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont des humeurs. On n'est pas gâteux nécessairement à 70 ans, faut pas exagérer. Il y a des gens qui, même Trump, mais il a quand même 78 ou 79 ans. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont énormément d'expérience, qui se sont battus, qui ont eu des échecs, qui ont réfléchi, qui connaissent. Le meilleur ministre des Affaires étrangères du monde, à mon avis, c'est Sergueï Lavrov, qui doit avoir quelque chose comme 72 ou 73 ans. Ça s'invente pas. Mais même si vous avez le génie du siècle, vous ne pouvez pas, quand vous avez 31 ans, avoir l'expérience de diriger un pays comme la France. Il y a des gens qui disent, oui, mais Bonaparte, mais c'était une autre époque. D'ailleurs, Bonaparte, quand
je vais dire ça, je vais peut-être me faire mal voir par les bonapartistes, mais enfin, le coup du 18 Brumaire, il était liquide, Bonaparte. Il a fallu qu'il y ait les gens qui étaient autour de lui et sa famille qui le poussent à faire le coup d'État du 18 Brumaire. C'était pas forcément d'ailleurs une chose extraordinaire. Enfin bon, et puis de toute façon, c'était le 18e siècle, on n'est plus du tout à la même époque, on a des pays extraordinairement compliqués, complexes, des législations très très touffues, des intrications économiques, sociales, internationales, etc., etc. Ça nécessite d'avoir. Alors le dernier truc en date, vous l'avez vu, c'était maintenant Louis Sarkozy. Louis Sarkozy, 28 ans, donc il nous a expliqué que tous les jours, il pensait à Bonaparte. Mais c'est quoi ce truc ? Bientôt, ça va être comment elle s'appelle, Chiara Sarkozy, Julia Sarkozy, là, sa petite sœur, qui aura peut-être 18 ans, je sais pas, en 2032. Il sera grand temps qu'elle soit présidente de la République. Mais c'est quoi ça ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est très important dans la société française, qui est très grave, c'est la montée du népotisme. Hein, népotisme, ça vient du latin et de l'italien nepos, qui veut dire le neveu. Ça avait été inventé par le pape Calixte III, qui était le fondateur de la dynastie des Borgia, qui étaient des Espagnols. Pape Calixte III, qui a été celui qui a promu son neveu, je crois que c'était Alexandre Borgia, devenu Alexandre VI, qui est le fameux le pape des Borgia, qui avait, enfin, vous connaissez la Rome des Borgia. Bon, avec son fils, il avait des maîtresses, des enfants, etc. Et donc, c'est la Rome des Borgia. C'est de là que vient ce qu'on appelait le népotisme, hein, c'est-à-dire favoriser son neveu. Parfois, quand les papes avaient des enfants, ils disaient que c'était des neveux. Mais on y est. On y est, je suis désolé, parce que finalement, M. Bardella, c'est du temps où il était... Alors, il me paraît-il qu'il n'est plus en ménage avec Mme Nolwenn-Olivier. J'en parle parce que c'est des affaires privées, mais enfin, c'est sur la place publique. Bon, donc lui-même, il en parle, il parle que de ça, etc. Bon, on lui a demandé s'il était homosexuel, il a dit non, je suis hétérosexuel. On lui a demandé s'il utilisait la raclette dans la douche, il a dit qu'il utilisait, qu'il était très attentif à enlever les traces de calcaire. Enfin, ça, c'est la politique française d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'a pas demandé à M. Bardella dans cette émission ce qu'il connaissait, par exemple, de la civilisation chinoise, de l'histoire russe avec Karine Le Marchand sur M6. Non, mais est-ce qu'il y a par ailleurs une autre émission ? Ça sert à quoi de demander à M. Bardella s'il utilise, quand il prend une douche, une raclette pour enlever les taches de calcaire ? Les Français, ce dont ils ont besoin comme président de la République, c'est de quelqu'un qui a de l'expérience et qui est capable tout à trac, et je crois que c'est mon cas, de répondre sur des sujets extrêmement variés parce qu'il a une très grande connaissance de l'économie, de la finance, des questions monétaires, des questions sociales, des questions internationales. Il a bourlingué. Moi, j'ai vu des quantités de chefs d'État et de gouvernement. Je connais quand même assez bien la Russie, la Chine, le Japon où j'ai vécu, le monde indien, les Amériques, l'Océanie, etc. C'est ça qui est important quand même. Alors maintenant, on nous dit, à la limite, maintenant, si t'as pas, pour paraphraser, vous savez, c'est Julien Drey qui avait dit, si t'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Maintenant, c'est Séguéla qui avait dit ça. Ah, c'est Séguéla, pardon. Oui, ouais, excusez-moi. Julien Drey, lui, il avait été, s'il aimait bien les montres. Il aimait bien les montres aussi, mais excusez-moi. Bon, c'est Séguéla, effectivement. On a l'impression maintenant que c'est, si t'es pas président de la République à 25 ans, c'est que t'as raté ta vie. Enfin, c'est dingue. Et on a donc ce que j'appelle cette épidémie de blanc-bec, maintenant on nous parle de Gabriel Attal. Mais enfin, c'est dingue. Gabriel Attal, c'est le même style que Bardella. J'ai pas spécialement contre Bardella. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo que je renvoie à des gens qui sont intéressés à cette analyse. C'est sur UPR TV, notre chaîne de télévision dont je parlais tout à l'heure. C'est une vidéo qui a déjà plus d'1 an, où je parlais de ce que j'appelle l'épidémie des blancs-becs. Parce que c'est seulement... On ne fait pas de racisme anti-blanc, là. Non, mais c'est seulement dans le monde occidental. Vous avez, dans le monde occidental, la première ministre de Finlande, Sanna Marin, elle a 34 ans. Et qu'est-ce qui se passe avec ces gens qui n'ont aucune expérience ? Est-ce qu'ils sont... ce sont des gens malléables. Ce sont des gens malléables. Quand vous n'avez pas d'expérience... Moi, je suis passé par là. Malléables par qui ? Quand vous êtes... Imaginez... Il y a quelque chose qu'il faut vraiment... Enfin, je crois, c'est en tout cas mon analyse, je connais un petit peu Macron. Bon. Je pense que Macron, si vous regardez dans ses regards fugitifs, et surtout, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais je pense que c'est quelqu'un dont il ne faut pas sous-estimer. Une des caractéristiques, c'est la terreur du poste qu'il occupe. Vous imaginez que d'un seul coup, on vous mette président de la République ?
peut-être que vous l'imaginez, vous avez peut-être comme Asselineau un ego. Non, ça ne fait pas partie de mes projets. Non, mais est-ce que vous imaginez pour quelqu'un qui a 34 ans, moi j'ai eu 34 ans, j'ai eu 31 ans, je pense que j'étais j'étais sorti vice-major de l'ENA, je pense que mais je reconnais avec le recul du temps qu'il y avait des quantités de choses que je ne connaissais pas. Et j'aurais été obligé de demander conseil à Pierre-Paul Jacques, évidemment, de me mettre dans la main d'autres personnes. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas travaillé Qu'est-ce qui fait la différence entre un Poutine, un De Gaulle ou un Trump d'un côté, et puis un Macron, un Sanna Marin, un Justin Trudeau de l'autre côté? C'est que dans un cas, vous avez des hommes politiques qui ont eu un parcours très long, qui ont morflé, qui ont eu des échecs terribles, y compris De Gaulle, Trump, Poutine. Donc ce sont des gens qui ont survécu à tout ça et qui ont résilience. De la résilience et de l'expérience. Hein, c'était Oscar Wilde qui disait que l'expérience c'était l'autre nom de ce qu'on dit, de la façon dont on pouvait appeler tous les échecs qu'on a connus dans sa vie. Tous les échecs qu'on a connus dans sa vie, c'est ça l'expérience. Bon. Et donc, et puis par ailleurs, quand vous connaissez, si vous vous intéressez aux questions internationales, moi ça fait quand même un bail, depuis que j'ai été au cabinet des affaires étrangères, et même avant, ça fait quand même 30 ans, si vous voulez, que je connais quand même bien de l'intérieur. Vous ne pouvez pas, moi j'ai eu l'âge de M. Bardella ou j'ai eu l'âge de M. Attal, vous ne pouvez pas, parce que vous n'inventez pas ce que vous n'avez jamais vécu. Donc il y a du vécu qui doit être derrière. Et quand je vois que maintenant on a essayé de nous lancer comme un nouveau produit de savonnette, Monsieur Louis Sarkozy qui dit que tous les jours que Dieu fait, il pense à Bonaparte, ce qui n'a pas empêché de prendre la nationalité américaine et d'entrer dans l'US Army. Bon, donc il a un Bonaparte, si vous voulez, à géométrie variable. Je me dis, mais où est-ce qu'on va? C'est pour ça que je pense que maintenant, ça sera la fille de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni, qui aura peut-être 19 ans en 2032 et qu'il sera grand temps qu'elle soit présidente de la République. Donc ça va pas. Ça veut dire quoi? Il y a eu d'ailleurs il y a eu un article du Monde là-dessus. La société française est en train de se refermer avec un népotisme et une reproduction sociale comme on n'a jamais vu. C'est-à-dire que les mêmes qui ont les valeurs de la République à la bouche, en fait, ils vivent dans un entre-soi, dans des copinages familiaux. Ça n'est plus que ça. Vous savez, cette statistique terrible, c'est qu'en 1947, je crois, il y avait 28% des élèves de l'école polytechnique qui étaient des fils d'ouvriers. Aujourd'hui, ils sont tombés à 2%. Voilà la réalité, parce que on a cassé l'ascenseur républicain, on a cassé l'école du mérite, et c'est d'ailleurs la gauche avec le collège unique, avec le pédagogisme, avec toutes ces idées qui est prétendument progressistes. Au bout du compte, le précipité final de tous ces baratineurs, c'est qu'on a un ascenseur social qui ne fonctionne plus et que les gens, ils naissent dans des milieux sociaux, ça c'est la loterie de la vie. Et puis, vous avez des gens quand vous naissez dans les quartiers, si vous voulez, c'est pas évident. Voilà. Et ça joue pour beaucoup, d'ailleurs, dans les violences urbaines. Parce que, par ailleurs, quand vous avez le sentiment que, tout à fait en haut, ce sont des incompétents et qui utilisent plus de cocaïne qu'à leur tour, pourquoi, quand vous êtes dans une cage d'escalier, dans une banlieue française, avec une famille décomposée, vous ne feriez pas le guet pour le grand frère qui fait du trafic de drogue parce que ça vous rapporte plus d'argent que d'aller travailler. Il est là le problème fondamental. Toute la France est cul par-dessus tête avec ces histoires. Alors, justement, vous parliez de société, de problèmes de société et plus encore de drame, puisque on en a été témoin cette semaine, encore une fois, tristement, un drame effroyable. C'était mardi dernier, la surveillante d'un collège de Haute-Marne qui a été, donc, on peut le dire, poignardé, assassiné par un collégien lors d'un contrôle de sac. Première question, quelle a été votre réaction après ce drame? Je rappelle que le collégien qui est donc incriminé est poursuivi pour des faits passibles de réclusion criminelle à perpétuité, mais il n'encourt que 20 ans de prison du fait de sa minorité. Et on sait qu'avec la remise de peine, il pourrait faire bien moins. Alors quel regard, d'abord, quelle réaction vous avez eue après ce drame et quel regard vous portez aujourd'hui sur la justice française? Alors, conjoncturellement, sur cette personne, évidemment, je vais dire des banalités, tout le monde ne peut être que consterné. C'est une jeune femme, une belle femme, qui avait un enfant de 4 ans. Un meurtre, véritablement. Voilà. Donc, qui peut être insensible devant ça? Bon. Donc, on doit présenter ses condoléances et on ne peut pas ne pas penser dans ce genre de situation
assez proche à sa propre Vous avez famille. publié sur X, quand même, François Asselineau, je rappelle, vous avez publié, donc je vous cite, un tweet dans lequel vous disiez qu'il fallait immédiatement, entre guillemets, destituer donc Macron de toute urgence. Vous faisiez référence aux propos qu'il avait tenus la veille du drame où il s'en prenait à ceux qui, je cite là encore, brainwashaient sur les faits divers. Oui, parce que je pense que M. Macron, d'ailleurs, et tout son entourage, La ligne rouge avec ses propos. oui, d'abord, il brainwash. Et qu'est-ce que c'est que ça? Bon, un jour, et là, pour le coup, Zemmour l'a épinglé, il a eu raison, Zemmour. Un jour, il dit, je sais plus quoi, bravo frère, ou je sais pas quoi, vous avez la sorte du milieu. Non, la victoire du PSG. Voilà, ça va pas. Ça va pas. Un président de la République, c'est pas un copain. C'est pas quelqu'un qui a le langage des banlieues. Ça va pas. Un président de la République, c'est quelqu'un qui doit tirer tout le monde vers le haut. De Gaulle, quand il parlait, il utilisait les imparfaits du subjonctif. De temps en temps, il sortait un vieux mot de français comme la chienlit ou le volapuc. Et d'un seul coup, toute la France entière. Allez regarder les professions de foi de Gaulle en 1965. Une conférence c'est de presse. extraordinaire quand vous comparez à ça. Donc déjà, M. Macron ne se comporte pas bien. Deuxièmement, il a le don, il a un certain génie pour faire le compte arrière à 180 degrés de ce qu'il faut faire. Il s'est permis de brocarder les gens qui faisaient du brainwashing, c'est-à-dire du lavage de cerveau, alors que c'est lui et Mimi Marchand et tout le team qui est autour de lui, qui passent leur temps à faire du lavage de cerveau pour les gens qui montaient en épingle des faits divers. Et puis pas de peau pour lui. Le lendemain même, il y a ce fait divers épouvantable qui révolte en fait toute la France. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que si c'était un drame isolé, bon, ça serait un drame isolé. Mais c'est pas un drame isolé. C'est ça le problème. C'est que le nombre d'attentats, d'atteintes aux personnes, comme on dit dans les statistiques de la police, les atteintes aux personnes de moins de 15 ans ont été multipliées par 2 en nombre en l'espace de 10 ans. Donc c'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une réalité statistique. Voilà. C'est une réalité statistique. Bon. Et là, si vous voulez, c'est un véritable problème supplémentaire. Enfin, ça alimente, mais quasiment, je suis désolé, mais quasiment tous les mois, pour pas dire toutes les semaines, vous avez ça. Face à ça, on a quoi? On a le sentiment, et c'est pour ça que j'en veux à M. Macron, c'est que non seulement il a fait ça, mais qu'il est depuis 8 ans au pouvoir, et il a contribué par son attitude, par sa politique, par ses politiques, à avoir ce résultat. Premièrement, il se trouve que nous avons, comme le dit j'ai vu que M. Gabriel Attal, il dit nos jeunes, ça me fait toujours rigoler de la part de quelqu'un qui a 34 ans et qui n'a pas d'enfant. Nos jeunes, on dirait une vieille grand-mère qui dit nos jeunes. Non, c'est ridicule. Bon, moi je ne dis jamais nos jeunes. Je dis parmi les jeunes, d'abord ça ne veut rien dire. Il y a des jeunes d'été différents et variés. Mais M. Attal dit nos jeunes, ils ont des problèmes. Il faut qu'il y ait 2 rendez-vous avec des psychologues au cours de leur scolarité. Bon, il dit ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est passé sur France TV. C'était hallucinant, il avait des yeux, j'ai l'impression qu'il s'était fait une mine de coq, enfin, il avait des yeux comme ça, enfin, c'était incroyable, on ne dit pas ça, c'est le premier à aller voir un psychiatre, ça devrait être lui, mais enfin bref, les gens pointent assez volontiers le désarroi des jeunes, et pas seulement des jeunes. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Rappelez-vous qui pointe le l'ensauvagement de la jeunesse. Oui, rappelez-vous ce qu'avait dit Michel Barnier, quand il a été Premier ministre. Pas duré longtemps. Non, c'est l'équivalent du Jean-Paul Ier de l'État, si vous voulez. Bon, il a duré pas très longtemps. Malheureusement, Bayrou n'est pas Jean-Paul II. Donc, Monsieur Barnier, il est resté 1 mois. Et puis, il avait quand même lancé un truc, c'était quand même assez... Il avait dit qu'il fallait faire des maladies mentales la cause nationale. Est-ce qu'il faut voir qu'en France, il y a une consommation exponentielle des psychotropes, une consommation exponentielle aussi de la drogue et ce genre de choses. Là aussi, les trafics de drogue, la consommation, c'est affolant. Vous avez employé tout à l'heure un terme qui est le bon terme, vous avez parlé d'assassin. Vous connaissez l'étymologie de assassin. Assassin, ça vient de hashish, de hashishin. C'était une secte qui se trouvait en Afghanistan, je ne sais plus où, là, aujourd'hui, en Iran. Et c'était des gens qui commettaient des assassinats parce qu'ils étaient drogués, justement. Parce que moi, j'aimerais savoir, parmi tous ces attaques au couteau et à l'arme blanche, j'aimerais savoir, là aussi, faire la vérification de la drogue. C'est pareil pour des grands accidents automobiles. On a incriminé les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Alors, c'est possible. Mais moi, ce que je pense aussi, et d'abord, c'est quel est l'état
de consommation on le sait que les accidents de voiture, c'est évidemment l'alcoolémie, mais c'est aussi la consommation de drogue. Donc il y a derrière tout ça un problème qui est le développement de la consommation de drogue. Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, il serait de la première importance que M. Macron et que Mme Braun-Pivet, qui a traité ça par le mépris, accepte la proposition que j'ai faite, qui est des contrôles inopinés. Parce que qu'est-ce qu'on dit dans les banlieues? Vous croyez que le train sniffera 3 fois, ça n'a pas été vu dans les cours de HLM? Les gens ici disent « T'as vu Macron, il en a une bonne dose ». C'est ça qu'on dit dans les banlieues. Comment voulez-vous, vous savez ce que disent les Chinois, le poisson pourri par la tête. Comment voulez-vous que des jeunes qui sont en déshérence, où les familles sont décomposées, etc., par ailleurs, on leur bassine des modèles qui sont pas les valeurs de la République. On leur bassine des modèles woke, etc. Il y a l'éducation sexuelle à partir de 5 ans. On fait venir des transgenres dans les écoles. On met en doute, enfin, tout le monde sait que c'est une phase de l'esprit humain qu'entre l'âge de 9-10 ans, disons, plutôt 12 ans à partir de la puberté pour les filles et pour les garçons, un petit peu plus tôt pour les filles que pour les garçons, jusqu'à à peu près 25 ans, les gens se posent quand même des questions d'identité sexuelle, d'identité de genre, il y a un mal de vivre, un mal-être, c'est connu, c'est reconnu par tous les psychologues, par tous les médecins. Normalement, c'est dans ce genre de situation dans les sociétés traditionnelles, les choses sont claires et nettes. Mais maintenant, on a au contraire un discours de l'État qui entretient le trouble, qui entretient les gens se posent des questions. C'est ça le discours woke. C'est quelque chose d'absolument terrifiant. J'ai demandé plusieurs fois, je n'ai jamais eu de réponse. Je remets ici le couvert. C'est un exemple. Vous me direz, mais c'est un exemple révélateur. Pourquoi, lors de la présentation des Jeux Olympiques, on a eu une ouverture où on a vu des transgenres qui représentaient le Christ dans la scène de Léonard de Vinci? Est-ce qu'on peut m'expliquer le pourquoi, le rapport avec l'ouverture des Jeux Olympiques? Est-ce qu'on peut m'expliquer aussi pourquoi il y avait Marie-Antoinette qui secouait sa tête sanguinolente? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il y avait les cavaliers de l'Apocalypse? Pourquoi il y avait la bête de l'événement? Pourquoi? C'est quoi le truc qu'il y a derrière? Donc vous comprenez, on est dans cet univers mental de perte générale des repères. Et donc, vous irez jusqu'à parler de décadence? Bah oui. À l'Occident? Bah, je suis pas le seul. Mais c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Toutes les personnes, ce qui est intéressant, ce sont les Français qui vivent à l'étranger. On a 2 ou 3 millions maintenant de Français qui vivent à l'étranger. Il y a énormément de Français qui vivent à l'étranger. Alors surtout quand ils vivent dans des pays comme la Russie, la Chine, la Corée, le Japon, Singapour, Taïwan, etc. Quand ils reviennent en France, ils sont effarés. Ils vivent dans des mondes où il y a de la sécurité, où il y a un progrès économique très rapide, où on voit l'avenir de façon positive. Nous, en plus de tout le reste, on a par ailleurs une espèce de lamento permanent sur le fait que le monde va à sa perte, que dans 50 ans, il y aura les océans auront monté de 2 mètres de haut, qu'on va mourir tous. Enfin, c'est ça le discours qui est tenu. Là aussi, c'est pas raisonnable. Et là aussi, sur ces questions, ça fait partie de tous ces sujets de la société française où la liberté d'expression, le libre jugement est interdit. Sur, par exemple, le dérèglement climatique, il est interdit, comme c'était le cas sur les injections ARNM. Si vous commencez à poser des questions, on dit mais est-ce que ces injections ARNM, est-ce que c'est bien raisonnable, alors que c'est en phase expérimentale, alors qu'on n'a pas le recul du temps, vous étiez aussitôt catalogué complotiste, extrême droite, fashion, terminé. Bon. Et donc il y a des gens qui malheureusement ont subi ça. Parce que il faut être résilient, il faut avoir de la force d'âme, de la forte personnalité. C'est vrai, ça ne vous intimide pas, vous
les procès, les menaces de procès de ces gens qui évidemment vous traitent de tous les noms et qui, justement, une fois que vous leur répondez... Ah oui, vous pensez à Rudi Reicht. Je les ai laissés. Oui, bon, ça c'est une anecdote. Non, ça c'est un peu fort de café. Non, mais c'est vrai que c'est formidable. Ces gens qui passent leur journée à nous traiter de cracher dessus, d'extrême droite, parce que j'ai dit... ont un malheur éventuellement de leur répondre. Alors là, ils sont très sensibles. Oui, tout à fait. Enfin, pour l'instant, j'ai toujours pas reçu. Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'intimidation. Il y a de l'intimidation. Il ne faut pas se laisser intimider. Il ne faut pas se laisser intimider. Et pareil sur l'affaire du climat. Bon, sur l'affaire du climat, il y a quand même des centaines et centaines de... Je connais les travaux du GIEC, bien sûr. Je connais aussi les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir chez un certain nombre de personnes qui travaillent au GIEC. Je connais aussi le point de vue ce qu'on appelle les climato-sceptiques. C'est d'ailleurs... La langue française, elle a quelque chose d'assez admirable. Enfin, pas seulement elle, mais elle en particulier. C'est que dans notre inconscient collectif, il y a une vérité qui passe. Par exemple, eurosceptique. Eurosceptique, ça veut dire quoi? Sceptique, c'est face à une foi religieuse. C'est-à-dire que la construction européenne, en fait, est une foi religieuse. Vous ne dites pas que vous êtes franco-sceptique. Vous êtes français, vous n'êtes pas français. On n'est pas américano-sceptique, russo-sceptique, ça n'existe pas. On est français, on est américain, on est russe. Bon. Mais eurosceptique, ça veut dire qu'en fait, c'est un mythe, c'est une catégorie mentale, c'est une virtualité, c'est une foi religieuse. En fait, c'est une religion, la construction européenne, une religion laïcisée. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a le drapeau de la Sainte Vierge qui sert de drapeau européen. Et donc là, c'est pareil pour le climato. On dit maintenant des climato-sceptiques. C'est incroyable. C'est comme si on avait dit de Galilée, par exemple, qu'il était qu'il était thérosceptique. Voilà. C'est-à-dire que Galilée, au début du XVIIe siècle, comme vous le savez, après Copernic, avait tout simplement regardé grâce aux nouvelles lentilles, le verre qui était de mieux en mieux, de plus en plus pur, que l'on produisait dans les ateliers de verrerie. Et on pouvait construire des lunettes astronomiques. Et ça a commencé par Copernic, qui était à Cracovie, donc dans le sud de l'actuelle Pologne, qui était un moine dans les années 1590, et quelques années après par Galilée, donc au début du XVIIe siècle, et qui, en regardant le ciel, se sont dit c'est pas possible que la Terre soit au centre de l'univers. C'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Rappelez-vous, ils remettaient en cause la cosmogonie de Ptolémée qui avait été introduite par saint Thomas d'Aquin dans l'Église catholique. Et donc l'Église avait fait, du fait que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil tournait autour de la Terre, on avait fait un dogme de la foi. Bon. Alors malheureusement, à partir du XVIIe siècle, il y a des scientifiques qui disent excusez-moi, c'est pas ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été, vous le savez, alors Copernic, il est mort dans ses forêts, mais Galilée a été condamné par la Sainte Inquisition, par le cardinal Bellarmine, et donc il a été obligé de faire acte de contrition. Mais il était seul contre tous. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais quand vous lisez ChatGPT, vous leur demandez, ChatGPT ou l'IA ne font qu'en fait reprendre les articles qui existent. Et donc, ils vont vous dire, il y a un consensus général, il y a une majorité de scientifiques qui considèrent que... Mais on s'en fout qu'il y ait une majorité de scientifiques. Sous Galilée, il était tout seul avec Copernic, tout seul contre tous les scientifiques de son époque, pour considérer que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. La science, ça, c'est pas une démocratie, c'est pas la majorité. Il y a des faits ou il n'y a pas des faits. Voilà. Le problème qu'il y a avec le dérèglement climatique, c'est que il faut vraiment être d'une mauvaise foi insigne pour ne pas voir les manipulations. Vous voyez les cartes à la télévision où les gens montrent à 20 ans ou 30 ans d'intervalle. Quand vous êtes au mois de juin en 1972, quand il fait 28 degrés, vous avez un vert prairie. Quand il fait 28 degrés en 2025, c'est rouge carbonisé. On a l'impression que vous êtes tombé dans les laves de l'Etna. Enfin, il y a une volonté de manipulation. Et quand on explique aux Français qu'il faut créer des ZFE, des trucs et des machins, en fait, pour avoir du contrôle social sur les Français, en fait, pour engraisser les producteurs d'éoliennes, etc., quand vous faites remarquer que la France, c'est rien par rapport à la production de CO2, que par ailleurs le CO2, c'est rien par rapport à l'ensemble de l'atmosphère, et que par ailleurs, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire que ça n'est pas
le CO2 qui provoque la hausse des températures, mais que c'est l'inverse, que c'est la hausse des températures qui provoque le CO2. Et quand vous montrez qu'en Chine, qui est le premier producteur de CO2 mondial, il continue à construire des usines qui produisent encore plus de CO2, quand on explique que ce que peut faire en France, tout ce les injonctions qu'on donne au peuple français, faire de ne plus utiliser son je sais pas quoi, moi, sa voiture, etc. Qu'en réalité, ça ne change strictement rien du tout au climat, en fait. Alors, quand vous dites que ce sont des faits scientifiques, ce que je dis, vous n'avez pas le droit d'en parler. Alors, c'est là où ça tourne véritablement au scandale, c'est quand vous voyez que les gens, vous avez vu, on ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer. Vous avez vu que Macron est allé au sommet des océans. Il a parlé il fallait se battre contre les océans en ébullition. Mais il est dingue. Il est dingue. La dernière fois qu'on a parlé d'océan en ébullition dans l'histoire, de ce que je crois savoir, ça remonte à Henri le Navigateur, qui est au cap de Sagres, vous savez, qui est au sud, à l'extrême sud-ouest du Portugal. Henri le Navigateur, c'était le roi de Portugal. Donc, dans les années 1420, quand il a dit à ses marins d'aller voir ce qui se passait, d'aller descendre le long des côtes d'Afrique. Puisqu'on connaissait l'Afrique, on connaissait les Canaries, mais les gens avaient une sainte peur. On savait que c'était une terre, que la Terre était sphérique, pardon, ça c'est depuis les Grecs anciens, on sait que le globe terrestre est sphérique, mais on pensait à l'époque que si on se rapprochait de ce qui était appelé la ligne équinoxiale, c'est-à-dire de l'équateur, que les océans étaient en ébullition et que les gens brûlaient. Voilà. Donc, le roi de Portugal a dit allez-y, 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 puis ils sont descendus et puis ils ont découvert le golfe de Guinée, ils ont découvert qu'il faisait chaud, mais que c'était quand même supportable, et puis ils sont descendus, ils ont découvert des climats plus tempérés en Afrique australe, la découverte du cap de Bonne-Espérance, etc. Bon. Alors Macron nous explique maintenant qu'il y a des océans en ébullition. Et puis là, il joue les grands donneurs, les grands redresseurs de tort. Alors ce qui était drôle, c'est que vous avez peut-être vu, j'ai vu ça sur Internet, il y a des gens qui étaient à Monaco pendant le sommet des océans, qui ont fait un panoramique sur le port de Monaco, de Monte-Carlo, etc. C'était des alignements de yachts qui dégagent du CO2, mais c'est un peu comme les gens qui vont à Davos, vous savez, qui débarquent tous avec leur avion privé. Qui vont à Gaza en flottille et puis qui reviennent en avion comme Greta Thunberg. Oui, alors vous avez, si vous voulez, voilà, ça va pas. Ça va pas. Il y a aussi une immense hypocrisie dans tout ça. J'ai vu, ça m'a paru dingue, absolument dingue. Vous avez vu les dernières statistiques de l'utilisation de la flotte de l'Élysée, de flotte des avions de l'Élysée. Enfin, c'est incroyable. L'Élysée possède 7 avions, un Airbus A350, 3 Falcon 900, un Falcon 2000 et 2 Falcon 7X. Et au cours du mois de mai, à Macron, peut-être à Madame Macron, peut-être à je sais pas, à tel ou tel ministre, le Premier ministre. Monsieur Bayrou a certainement des choses extraordinairement importantes à faire à Pau. J'en sais rien, mais en tout cas, ils ont servi. C'était 7 vols par jour en moyenne au cours du mois de mai, de toute cette flotte. Et c'est dingue, hein. Allez, on va arriver bientôt à la fin de cet entretien, ce très long entretien. Donc, merci encore pour cette première fois dans ce nouveau studio. Un mot de l'Ukraine. Est-ce que ce conflit, il est, pour François Asselineau, le premier acte d'un effondrement total de l'Occident, justement, pour aller dans le prolongement de ce qu'on disait? Oui, je ne veux pas jouer... Est-ce que c'est encore une guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou est-ce que ce n'est pas le symptôme d'un Occident qui vacille? D'abord, ça n'a jamais été une guerre de la Russie contre l'Ukraine. À l'origine, c'était une guerre de l'OTAN contre la Russie. Voilà, ça c'est déjà le constat est faux ab initio. Lorsque Macron réitère, c'est pas parce qu'il le dit, vous savez, il applique la technique Goebbels, un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, répété 10 000 fois, il devient une vérité. Ben moi, je m'en fiche. Macron et les gens qui sont autour de lui auront beau répéter 10 000 fois que la Russie a attaqué l'Ukraine, ce n'est pas vrai. C'est factuellement vrai que la Russie a envahi l'Ukraine le 22 février 2022 ou 24 février 2022. Ça, c'est factuellement exact, mais c'est pas le début. Il y avait autre chose avant. Voilà, il y avait autre chose. C'est comme l'affaire du 7 octobre 2023 à Gaza, en Israël.
c'est pas arrivé un coup de tonnerre dans un ciel serein. Hein, il y a eu des choses avant. Donc là, c'est pareil avec l'Ukraine, il y a eu des choses avant. Et des choses avant qui remontent. Alors j'ai fait des vidéos, je vais pas vous en parler, sinon j'en parlerai pendant des heures. Et sur l'histoire, d'abord l'histoire de l'Ukraine, que c'est que l'Ukraine, la création de l'Ukraine par Staline, un État composite, etc., et qui ne pouvait pas marcher. Et puis le Maïdan en 2014, c'est en fait une attaque de l'OTAN contre la Russie. Voilà. Le Maïdan, c'est une attaque de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique et de l'État profond. C'est pas moi qui ai inventé la conversation de Victoria Nuland avec l'ambassadeur Geoffrey Payat, qui était l'ambassadeur des États-Unis à Kiev. C'était Madame Victoria Nuland qui a expliqué à son ambassadeur qui est-ce qu'elle voulait désormais comme dirigeant de l'Ukraine. C'est pas moi, c'était Madame Victoria Nuland qui est allée à Kiev pour distribuer des plateaux repas ou des sandwichs devant les gens du Maïdan. Tout ça c'est une révolution de couleur qui a été orchestrée par les États-Unis. Et dès que le gouvernement légitime est tombé, au profit de gens qui étaient dans la main des Américains, dans la semaine qui a suivi, il y a eu 13 bases de la CIA qui se sont installées le long de la frontière russe. Et j'ai expliqué, je renvoie les personnes qui sont intéressées à une vidéo que j'ai faite, une conférence que j'ai faite, c'est pas sur UPR TV cette fois-ci, mais c'est sur le dialogue franco-russe. Allez la voir, c'est assez simple, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues. On est à 640 000 vues. Dialogue franco-russe, qui est une structure qui avait été créée par Poutine et Chirac lorsque Poutine était venu en France, qui continue de vivoter grâce à Irina Dubois, qui est une franco-russe, qui fait ça avec un dévouement admirable, parce que c'est quand même pas évident d'être dans sa position. Et elle reçoit parce qu'il y a quand même en France des gens qui raisonnent sainement. Et donc, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'explique toutes preuves à l'appui que ce sont les Américains. Ça a été dit d'ailleurs par Madame Victoria Nuland. Ça a été répercuté par le Kiev Independent. Il y a eu une réunion à Prague. L'objectif des États-Unis, c'est de découper la Russie en une quinzaine d'États. Ils ont même d'ailleurs les drapeaux. Allez voir ma vidéo. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ils ont inventé déjà tout le découpage et Madame Victoria Nuland avait dit qu'il était anormal qu'un pays de 17 millions de kilomètres carrés, je crois, soit peuplé par seulement 150 000 habitants. Voilà, c'était beaucoup trop pour eux et qu'il fallait se partager en gros les ressources. Parce que dès que vous avez des conflits, surtout quand les États-Unis sont présents, dès qu'il y a un conflit avec les Américains, dans 9 cas sur 10, pour pas dire 10 cas sur 10, ça sent le pétrole. Ça sent le pétrole, ou ça sent les terres rares, ou ça sent les matériaux, je sais pas, le lithium, le cadmium, les pierres précieuses, l'or, le diamant. Et c'est le cas en Ukraine ? C'est le cas déjà dans toute la Russie. Donc l'objectif, c'est déjà de découper la Russie en morceaux. De telle sorte que c'est la Russie qui a réagi. Peut-être aurait-elle pu attendre que que l'attaque vienne ouvertement sur son territoire de l'Ukraine. Poutine en a décidé autrement. D'ailleurs, il a utilisé un article de la Charte des Nations Unies, c'est la guerre préventive, dont s'était prévalu d'ailleurs George W. Bush pour intervenir, notamment, je crois, au Kosovo, etc. Donc, factuellement, c'est effectivement la Russie qui est intervenue sur le sol ukrainien, mais en pratique, sauf à être vraiment idéologue et de mauvaise foi, il faut replacer tout ça dans un contexte de 10 ans auparavant d'attaque de ça. Alors, j'ai vu que le narratif occidental, c'est que la Russie a attaqué la pauvre Ukraine et que l'Ukraine est admirable parce que toute seule, face à l'ogre russe, elle se défend, donc il faut la soutenir. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. Il y a 31 États qui sont là et qui soutiennent, qui envoient des armements à l'Ukraine. Bon. D'une façon qui est devenue absolument abjecte, parce que il se trouve alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est un mensonge d'emblée ou est-ce que les Occidentaux s'étaient bercés d'illusions. Je pense qu'il est possible que les Occidentaux aient sous-estimé la puissance militaire russe. C'est possible. Je n'en suis pas certain. Bon. En tout cas, ce qui est certain, à mon avis, c'est que nos dirigeants, Macron et compagnie, qui sont des nullités venimeuses, en fait, puisqu'ils sont à la fois nuls et connaissent rien aux histoires des peuples. Et comme le disent d'ailleurs assez souvent les Russes, et ils ont raison de le rappeler, la Russie, elle a cassé Napoléon. Et la Russie, elle a cassé Hitler. Le peuple russe a une capacité d'endurance, de souffrance pour la mère Russie, pour la Sainte Russie, qui sont légendaires, sont proverbiales. Bon. Ils ont été capables de subir absolument tout. Et il y a un patriotisme russe qui est très, très important.
Les Russes, alors que ça plaise ou pas, il y a des gens qui disent mais non, ils sont au bord de l'effondrement. Non, les Russes, pour eux, c'est une question existentielle ce qui se passe. Voilà. On nous a expliqué depuis quoi? Depuis 2022 que la Russie allait s'effondrer. Vous avez des spécialistes là-dedans, les généraux de plateau qui se sont succédés sur LCI, sur BFM TV, sur ci et sur ça, pour nous expliquer que monsieur Poutine avait 50 cancers. il avait peut-être pas 50, mais une douzaine. Il avait la maladie d'Alzheimer, il avait le complexe d'Asperger, il avait les pieds plats, il souffrait d'un ego démesuré. Enfin bon, bref. On nous a expliqué qu'il fallait il fallait aller chercher des puces électroniques dans les tire-laits. Enfin, c'était monsieur Michel Goya qui s'était spécialisé là-dedans. Et puis, bon, en résultat... On se lignait devant l'éternel, ouais. Le résultat, c'est les Russes, c'est pas drôle, mais quand on voyait un missile Oreshnik, c'est-à-dire un missile hyper véloce qui fait du 3 km/s, que ni les Américains, ni les Français, ni les Occidentaux ne maîtrisent encore. Voilà. Et ça, la vérité, ils ont la maîtrise des missiles, comment dirais-je, hypersoniques, dont d'ailleurs l'un des pères spirituels, comment dirais-je, conceptuel, c'est le philosophe, enfin pas le philosophe, c'est le physicien Jean-Pierre Petit, qui d'ailleurs est membre de l'UPR, qui est un de nos conseillers scientifiques et que j'ai interviewé il y a quelques jours, qui rappelait ça, parce que Jean-Pierre Petit a été considéré comme une brêle en France. Mais en revanche, tous ses travaux ont été suivis de très près par les Russes depuis une vingtaine d'années, parce que c'est lui qui, le premier, avait parlé justement des missiles hyper véloces, à changement de milieu, la capacité de faire des trucs à hypersoniques, etc. Bon, comme c'est souvent le cas en France, quand vous êtes en avance sur votre temps, on vous ridiculise. Bon, c'est le problème. Alors, le résultat des courses, c'est que, à la surprise générale, la Russie s'est défendue. Non seulement elle s'est défendue, mais elle occupe 20% du territoire actuel de l'Ukraine. Et c'est là qu'on dérive dans le vrai débat. La Russie s'est défendue, la Russie a été l'agresseur, quand même. Oui, bien sûr, mais elle a été... Enfin, moi, j'aime pas trop dire l'agresseur, parce que, et encore une fois, allez regarder une carte des bases militaires américaines autour de la Russie et de la Chine. C'est la même chose que ce qui se passe oui, allez regarder ce qui se passe en Chine. En Chine, en ce moment, vous avez des mouvements... pourquoi est-ce que M. Raphaël Glucksmann, qui est quasi ouvertement un agent américain de l'État profond, pas un agent trumpiste, mais un agent de l'État profond américain. Je rappelle que M. Glucksmann, il a été un collaborateur, il avait 28 ans, de M. Saakashvili, du président géorgien, qui était un agent de la CIA. On fait comment, quand vous avez 28 ans, que vous êtes né à Paris-sur-Seine, ou je sais pas où, à Neuilly, comment vous faites par 28 ans devenir... Alors que vous ne parlez pas un mot de géorgien, devenir le conseiller, paraît-il, le conseiller holique du président géorgien Saakashvili. Bon, là-bas, il s'est marié avec la ministre de l'Intérieur qui était une terreur. Ensuite, ils ont été chassés de Géorgie, ils sont allés en Ukraine. Là, ils ont eu la nationalité ukrainienne. Bon, après ça, monsieur Glucksmann, il est revenu, il est en France. Il s'est marié avec Madame Léa Salamé, dont je rappelle que le père était un employé de Georges Soros. Enfin, c'est quand même tout ça, c'est du concubinage. La même Madame Léa Salamé, quand elle m'avait reçu lors d'une émission en 2014 avec Laurent Ruquier, m'avait traité d'anti-américain primaire parce que je disais tout simplement que l'Union européenne était soumise aux États-Unis et que nous entraînait vers la guerre. Je n'avais finalement que 11 ans d'avance sur les événements. C'est assez rigolo de regarder. D'ailleurs, c'est une vidéo qui tourne, un petit extrait, on en est à 2,8 millions de vues. Donc voilà. Alors, monsieur, ça c'est très facile pour savoir s'il y a une politique américaine, il suffit de voir quelles sont les prises de position de monsieur Glucksmann. Monsieur Glucksmann, il est évidemment pour la Géorgie, contre le mouvement de Géorgie, vous savez, qui a eu lieu récemment. Monsieur Glucksmann, il s'est pris de passion pour les Ouïghours, puisque derrière, il y a le mouvement des Ouïghours, dont je rappelle que le siège social se trouve à Washington, D.C. Après ça, monsieur Glucksmann, bien entendu, il est pour l'Ukraine, etc. Donc on lit, c'est facile, en fait, la géopolitique. Il suffit, si vous voulez savoir s'il y a la CIA et l'État profond américain derrière un truc, regardez la prise de position de M. Glucksmann. Ça, c'est raide comme balle. Bon, je suis désolé, bien sûr que la Russie est intervenue, mais elle a été agressée. En termes géopolitiques, l'idée, c'était quand même de démanteler la Russie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme les Américains font la même chose en Chine, les Chinois font cause commune avec les Russes. Parce qu'ils ont des motifs d'opposition. Je rappelle qu'en 1969, ils s'étaient tirés dessus le long du fleuve Amour.
qui portait mal son nom. Donc, vous savez, c'est dans l'extrême-orient soviétique. Il y a toujours la hantise des Russes. L'extrême-orient soviétique, soviétique à l'époque, russe maintenant, est quand même très vide d'hommes, de population, alors qu'en dessous, vous avez 1,4 milliard d'habitants. Donc, il y a toujours cette hantise. Bon. Mais en pratique, ils ont le même adversaire. Puisque derrière la Russie, il y a la volonté de l'État profond américain de démanteler la Russie, de la même façon que derrière les mouvements en Chine ou derrière l'affaire de Taïwan, vous avez l'État profond américain qui veut démanteler la Chine. Donc, ils ont l'ennemi de mon ennemi et mon ami. C'est comme ça que vous avez abouti à un rapprochement. Ils ont scellé une union entre la Russie et la Chine qui est extrêmement impressionnante, puisque la Chine, je le disais tout à l'heure, est devenu le laboratoire de recherche du monde. Ils sont en avance sur beaucoup de choses. Les Russes aussi en matière militaire et d'avionique. Et en plus de ça, les Russes, ils sont beaucoup impeuplés, mais en plus de ça, ils ont les matières premières. Alors on en est là. La question que vous me posez, c'est est-ce que l'Occident... alors tout est possible, mais enfin, quand vous voyez les évolutions du monde occidental, tous les signaux sont au rouge. La démographie qui s'effondre, la paix civile qui s'effondre, le dépôt des brevets qui dégringole, en France particulièrement, la montée de la violence, parce que quand on parle des violences, quand vous citiez cette malheureuse affaire, il y a quand même ce qui se passe aux États-Unis, les tueries de classe, les mass shootings, l'image portée dans le monde occidental ne fait pas du tout rêver. Il a pu faire rêver dans les années 50. Et vous ne pensez pas que Donald Trump peut un petit peu restaurer cette image du monde occidental? C'est toute la question de savoir, si vous voulez, alors là, c'est vraiment de la philosophie, mais historique et politique. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il va pouvoir redresser la barre, ou est-ce que la barre... On voit bien à Los Angeles, la première épreuve, véritable épreuve, par rapport à sa politique sur l'immigration, il est bien sûr, parce que là, on peut être confronté à des guerres civiles. Est-ce que ça va être quelqu'un qui va redresser la barre, ou est-ce que ça va être un phénomène, comment dirais-je, conjoncturel qui n'aura pas de suite? Vous savez, la fin de l'Empire romain, vous avez eu quelqu'un que l'on a surnommé après coup Julien l'Apostat. Vous connaissez, c'était ça devait être au cours du IVe siècle après Jésus-Christ, et donc il y avait Constantin le Grand après la bataille du pont Milnus, avait décidé d'adopter la religion chrétienne, donc à partir du début de les 300 et quelques après Jésus-Christ. Mais il y a coexiste à ce moment-là il y a la religion ancienne, qui est en pleine dégringolade, et puis il y a des nouvelles religions venues d'Asie, notamment il y en a deux. Il y a celle de Yeshua Christo, et il y a celle de Mitra, le taureau Mitra, donc qui est en concurrence pendant plusieurs décennies. Et puis au milieu du siècle, vous avez un empereur, Julien l'Apostat, qui veut revenir, qui veut rétablir les cultes anciens. Ça va durer 2 ans, 3 ans. Et puis après ça, donc il y a des fatalités. Ça se terminera par l'édit de Théodose à la fin du IVe siècle, et qui interdira toutes les autres religions que le christianisme. Donc là, c'est la question, c'est de savoir, est-ce que l'Occident va pouvoir revenir sur la première scène? Mais quand vous voyez l'évolution du pays... la place sur l'Europe aussi, entre justement cet assaut de Donald Trump et de Vladimir Poutine sur l'Europe, cette guerre en Ukraine qui n'en finit plus, est-ce que, justement, vous qui combattez aussi l'Europe, en tout cas ces institutions-là, comment est-ce que vous voyez les 10 prochaines années? Alors, il est possible que ça se termine... vous avez le mot Occident, ça veut dire la mort, en fait. Oxydérer, ça a donné le mot oxyre en français. Oxydérer, c'est le coucher du soleil. L'Occident, c'est là où se couche le soleil, c'est là où meurt le soleil. C'est la rive gauche, la rive de l'ouest, c'est en Égypte pharaonique, c'est la rive des morts. Donc le mot oxydéré, Occident, c'est le monde des morts. Pour le peuple, vous savez, pour beaucoup d'Africains, les Occidents, les Blancs sentent l'odeur du cadavre. Bon. Alors ça, c'est des grands mythes archétypal, pardon. Donc, est-ce que ça va être la mort de l'Occident? C'est un peu la question que vous me posez. Ou est-ce qu'il va y avoir une renaissance?
Moi, ce que je pense, c'est que il n'est de, on trouve ça dans les enseignements des Saintes Écritures, c'est les peuples, les langues et les nations. Je pense que la France pourra s'en sortir si elle Pensez que sort la de France va rester une grande nation? En ce moment, ça n'est plus le cas. En ce moment, ce qui nous pend au nez, c'est qu'on perd notre siège au Conseil de sécurité. Puis d'ailleurs, Macron en fait quasiment pas mystère. Il veut le donner à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Allemagne. Donc il est très très grand temps de sortir de là. Macron veut également donner notre force de frappe. Il y a quelque chose qu'il faut bien que les Français comprennent, c'est que c'est pas vrai que de dire qu'il faut être immense pour subsister dans le monde d'aujourd'hui. Regardez des micro-États, je parle même pas d'État d'Israël, aller dire à Netanyahou qu'il faut qu'il fusionne avec les 26 pays alentours, qu'on rigole. Hein. Bon, mais sans parler de ce sujet polémique, hein, regardez Singapour, qui est grand comme la moitié de l'Île-de-France. Le niveau de vie des Singapouriens est supérieur, très supérieur maintenant à celui des Français, et continue à croître beaucoup plus vite. Bon, et vous avez chacun à sa place, parce que ce qui est Quelle important... est la plus grande menace pour la France? C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est... Non, je pense que j'ai fait la même réponse que Vance, le vice-président des États-Unis, c'est en nous-mêmes. La plus grande menace pour la France, c'est en nous-mêmes. C'est que c'est comme si la France avait perdu foi en elle-même, en fait. Et ça, si vous me permettez, on pourrait terminer là-dessus. C'est cette fabuleuse parole de De Gaulle dans son discours d'Alger de 1943, où la France était quand même au plus bas. Et De Gaulle qui dit « 20 siècles d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. » On ne peut pas avoir foi dans des pays étrangers qu'on peut aimer, avec lesquels on peut commercer, mais on ne fait pas des alliances avec des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Donc vraiment, la sauvegarde, la renaissance de la France, c'est qu'elle reprenne confiance en elle-même et que tout le monde, quelle que soit son origine et sa religion, moi je suis pour l'assimilation des populations immigrées, hein, ce qui est très très différent du reste, et je suis pour l'arrêt de l'immigration, mais ça nous impose de sortir de l'Union européenne, ce que ne veut pas ni Mme Le Pen ni M. Zemmour. Moi je suis pour le fait que l'ensemble des Français retrouvent ce que De Gaulle disait, avoir foi dans la France, parce que 20 siècles d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, François Asselineau, pour ce très long entretien, je le disais, dans ces nouveaux studios. J'en profite d'ailleurs pour remercier beaucoup Georges, Margot, Paul et Rémi qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Et comme je ne cesse de le répéter, surtout, restez incorrectibles. Et n'oubliez surtout pas non plus de partager et de liker cette vidéo. Très bonne semaine à tous. À dimanche prochain. Bye bye.